Et tandis que mon maître se lançait avec fougue dans la description de ses débuts barbares et primitifs, sa parole créatrice résonnait puissamment. Sa voix, qui d'abord se pressait comme un murmure, tendant des muscles et des ligaments sonores, devenait un avion au métal brillant, qui se propulsait toujours plus libre et toujours plus haut. Le bureau, les murs resserrés, dont l'écho lui répondait, devenaient trop étroits pour elle, tant il lui fallait l'espace. Je sentais la tempête souffler au-dessus de moi. La lèvre mugissante de la mer criait puissamment ces mots retentissants. Penché sur la table, il me voit, sembler être de nouveau dans mon pays, au bord de la dune, et voir venir vers moi, en haletant, ce grand frémissement fait de 1000 flots et de 1000 tourbillons de vent. Pour la première fois, ce frisson douloureux, qui entoure la naissance d'un homme, comme celle d'un mot, agita brusquement mon âme étonnée, effrayée et déjà ravie. Lorsqu'il achevait cette dictée, où une puissante inspiration arrachait magnifiquement la parole à la méthode scientifique pour transformer la pensée en poème, j'étais comme chancelant. Une ardente lassitude pesait lourdement et fortement sur moi, une fatigue bien différente de la sienne qui était un épuisement. Toutes ses forces étaient déjà à bout, tandis que moi, qui étais submergé par ce jaillissement, je tremblais encore sous l'effusion de cette plénitude. Mais tous deux, nous avions alors besoin chaque fois d'une conversation, qui fût une détente, pour trouver le chemin du repos et du sommeil. D'ordinaire, je relisais encore ce que j'avais sténographié, et chose étrange, à peine les signes se transformaient-ils en paroles que c'était une autre voix que la mienne qui parlait, respirait et s'élevait, comme si quelqu'un eût changé le langage de ma bouche. Et ensuite, je m'en rendais compte. En relisant, je scandais et imitais son intonation, avec tant de fidélité et tant de ressemblance qu'on eût dit que c'était lui qui parlait en moi, et non pas moi-même, tellement j'étais déjà devenue la résonance de son être, l'écho de sa parole. Il y a 40 ans de tout cela, et cependant, encore aujourd'hui, au milieu d'un exposé, lorsque je suis emportée par l'élan de la parole, je sens soudain, avec embarras, que ce n'est pas moi qui parle, mais quelqu'un d'autre, comme si quelqu'un d'autre s'exprimait par ma bouche. Je reconnais alors la voix d'un défunt qui ne respire plus que par mes lèvres. Toujours, quand l'enthousiasme me donne des ailes, je suis lui. Et je le sais, ce sont ces heures-là qui m'ont fait. L'ouvrage grandissait, il grandissait autour de moi comme une forêt dont l'ombre me dérobait peu à peu toute la vue du monde extérieur. Je ne vivais qu'à l'intérieur, dans l'obscurité de la maison, sous les rameaux bruissants et toujours plus sonores de l'œuvre qui s'élargissait dans la présence enveloppante et réchauffante de cet homme. En dehors des quelques heures de cours à l'université, c'est à lui qu'appartenait toute ma journée. D'ailleurs, je mangeais à leur table, nuit et jour. Des messages montaient et descendaient l'escalier entre leur appartement et le mien, et réciproquement, j'avais la clé de leur porte, et lui avait la mienne, de sorte qu'il pouvait me trouver à toute heure, sans avoir besoin d'appeler ma vieille hôtesse à demi sourde. Mais plus mes relations avec lui devenaient étroites, plus je m'isolais du monde extérieur. En même temps que la chaleur de cette sphère intérieure, je partageais l'isolement glacial de son existence, totalement en marge. Mes camarades me manifestaient, tous sans exception, une certaine froideur, un certain mépris. Était-ce une conjuration secrète ou pure jalousie, à cause de ma situation manifestement privilégiée? En tout cas, ils m'excluaient de leur conversation, et dans les discussions du séminaire, on évitait, comme pour une entente, de m'adresser la parole et de me saluer. Même les professeurs ne me crachaient pas leur antipathie. Un jour que je demandai un renseignement insignifiant au professeur de langue romane, il m'envoya promener ironiquement en disant
Et votre qualité d'intime du Monsieur le professeur X, vous devriez pourtant savoir cela. Vainement, je cherchais à m'expliquer cet ostracisme si injustifié. Mais les paroles et les regards me refusaient toute explication. Depuis que je vivais complètement avec les deux solitaires, j'étais moi-même tout à fait isolée. Je ne me serais pas autrement inquiétée de cette exclusion de la société puisque mon attention était toute entière tournée vers les choses de l'esprit. Mais peu à peu, mes nerfs ne résistèrent plus à cette pression continuelle. On ne vit pas, impunément pendant des semaines, dans une outrance incessante de l'intellect. De plus, j'avais trop brusquement changé de manière de vivre. J'étais passé trop farouchement d'un extrême à l'autre pour ne pas mettre en péril cet équilibre secret que la nature a établi en nous. En effet, tandis qu'à Berlin, la légèreté de ma conduite détendait mes muscles d'une manière bienfaisante et mes aventures féminines dissolvaient comme un jeu tout ce qui s'était accumulé d'inquiétude en moi, ici, une atmosphère orageuse et pesante oppressait sans relâche mes sens excités, de telle sorte qu'ils s'agitaient en moi avec des vibrations incessantes et des tressautements électriques. Je désapprenais le sommeil sain et profond, bien que, ou plutôt parce que je transcrivais toujours pour mon propre plaisir jusqu'à une heure très avancée de la nuit la dictée de la soirée, avec une impatience fébrile mettant mon point d'honneur en rapporter au plus tôt les feuilles à mon cher maître. Ensuite, la faculté et la lecture hâtive des textes qui exigeaient de moi un surcroît de zèle. Et, ce qui n'allait pas sans m'exciter beaucoup, c'était aussi la narrature de notre conversation avec mon maître, parce que chacun de mes nerfs s'y tendait fermement, pour n'avoir jamais l'air devant lui d'être indifférent à ses paroles. Le corps aussi, offensé, ne tarda pas longtemps à vouloir sa revanche de ses excès. Plusieurs fois je fus pris de brefs évanouissements, signaux de la nature en danger, que ma folie je négligeais, mais les lassitudes léthargiques se multipliaient, chaque expression de mes sentiments atteignait un degré de véhémence extrême, et mes nerfs accablés fouillaient tous les fibres de mon corps, m'empêchant de dormir et faisant surgir en moi de confuses pensées jusqu'alors contenues. La première personne qui remarqua que ma santé était nettement en péril fut la femme de son maître. Souvent, déjà, j'avais senti que son regard inquiet m'examinait attentivement. À dessein, elle répandait dans nos entretiens des remarques et des exhortations toujours plus fréquentes, me disant, par exemple, qu'il ne me fallait pas vouloir conquérir le monde en un semestre. Elle finit par me parler sans détour. En voilà assez, fit-elle avec détermination. Un dimanche que par un soleil magnifique je bûchai la grammaire. Et elle m'arracha le livre des mains. Comment un jeune homme plein de vie peut-il être à ce point l'esclave de l'ambition? Ne prenez pas toujours modèle sur mon mari. Il est âgé. Vous êtes jeune. Il faut que vous viviez autrement. Chaque fois qu'elle parlait de son mari, glissait dans ses paroles cette pointe de mépris contre laquelle, moi, son fidèle disciple, je me sentais indigné. Intentionnellement, je le devinais, peut-être même par une sorte de jalousie erronée. Elle cherchait toujours à m'écarter davantage de lui, et par son opposition ironique, à contrecarrer mes excès d'attachement. Si le soir nous restions trop longtemps à la dictée, elle frappait énergétiquement à la porte, et, indifférente aux protestations irritées de son mari, elle nous obligeait à cesser le travail. Il vous démolira les nerfs, il vous détruira complètement, me dit-elle amère, une fois qu'elle me trouva tout à fait abattue. Que n'a-t-il pas fait déjà de vous dans ces quelques semaines? Je ne peux pas supporter plus longtemps la façon dont vous vous faites du mal à vous-même. Et en outre, elle s'arrêta sans finir la phrase, mais sa lèvre était pâle et tremblait de colère continue. Et réellement, mon maître ne me rendait pas la vie facile. Plus je le servais avec passion, plus il paraissait indifférent à mon culte empressé. Il était rare qu'il me remerciât. Quand je lui apportais au matin le travail qui m'avait demandé une partie de la nuit, il se contentait de me dire sèchement: Vous auriez pu attendre jusqu'à demain. Si, dans mon zèle ambitieux, je prenais une initiative pour lui plaire, soudain, au milieu de la conversation, il pinçait les lèvres, et un mot ironique me repoussait.
Il est vrai qu'ensuite, en me voyant m'écarter, humilié et troublé, son regard chaud et enveloppant se posait de nouveau sur moi, pour calmer mon désespoir. Mais combien cela était rare, oui, combien rare. Ce chaud et froid, cette alternance d'affabilité cordiale et de rébuffades déplaisants, troublait complètement mes sentiments trop vifs qui désiraient. Non, jamais je n'aurais pu former nettement ce qu'à vrai dire je désirais, ce à quoi j'aspirais, ce que je réclamais, ce à quoi visaient mes efforts. Quelle marque d'intérêt j'espérais obtenir par mon enthousiasme dévouement. Car lorsqu'une passion amoureuse, même très pure, est tournée vers une femme, elle aspire malgré tout inconsciemment à un accomplissement charnel. Dans la possession physique, la nature inventive lui présente une forme d'union accomplie. Mais une passion de l'esprit, surgissant entre deux hommes, à quelle réalisation va-t-elle prétendre, elle qui est irréalisable? Sans répit, elle tourne autour de la personne adorée, flambant toujours d'une nouvelle extase, et jamais calmée par un don suprême. Ce flux est incessant, et pourtant jamais elle ne peut se donner libre cours, éternellement insatisfaite, comme l'est toujours l'esprit. Ainsi, son voisinage n'était jamais pour moi assez proche. Sa présence ne se manifestait et ne se réalisait jamais complètement dans nos longs entretiens. Même quand il abolissait les distances et se confiait, je savais que l'instant suivant pouvait détruire d'un geste brutal cet accord profond. À chaque fois, cette instabilité troublait mes sentiments, et je n'exagère pas en disant que dans mes surexcitations, j'étais souvent sur le point de commettre une folie. Simplement parce qu'il avait repoussé avec indifférence, d'une main nonchalante, un livre sur lequel j'avais appelé son attention, ou parce que soudain, lorsque le soir nous étions plongés dans un profond entretien, et que je suivais en haletant le jaillissement de ses pensées, juste après avoir tendrement appuyé sa main sur mes épaules, il se levait, tout d'un coup, et disait avec brusquerie: Mais maintenant, partez. Il est tard. Bonne nuit. De telles vétilles suffirent pour me bouleverser pendant des heures, pendant des jours et des jours. Peut-être que ma sensibilité surexcitée, continuellement sur le qui-vive, apercevait une offense là où s'en trouvait aucune intention. Mais peut-on, après coup, s'apaiser soi-même lorsqu'on éprouve des sentiments aussi perturbés? Et la même chose se renouvelait chaque jour, près de lui. Je brûlais de souffrance, et loin de lui, mon cœur se glaçait, sans cesse. J'étais déçue par sa dissimulation, sans qu'aucun signe vînt me rassurer, et le moindre hasard jetait en moi la confusion. Bizarrement, chaque fois que je me sentais blessée par lui, je me réfugiais auprès de sa femme. C'était peut-être là le désir inconscient de trouver un être qui souffrait aussi de cette mise à l'écart muette, ou peut-être le simple besoin de parler à quelqu'un et de trouver, sinon une assistance, du moins de la compréhension. En tout cas, je me réfugiais vers elle, comme auprès d'un allié secret. D'habitude, elle raillait ma susceptibilité, ou bien en haussant froidement les épaules, elle déclarait que je devais être déjà accoutumée à ces singularités douloureuses. Mais, parfois, elle me regardait avec une étrange gravité, avec des yeux pleins de surprise, lorsque mon désespoir soudain déversait brusquement devant elle tout un déluge de reproches exaspérés, de sanglots compulsifs et de paroles balbutiées, mais elle ne disait pas une parole. Seules ses lèvres avaient tout un jeu de crispation contenue, et je sentais qu'il lui fallait le plus grand effort pour ne pas laisser échapper un mot de colère et d'indiscrétion. Elle aussi, ce n'était pas douteux, avait quelque chose à me dire. Elle aussi cachait un secret, peut-être le même que lui. Mais tandis que lui me repoussait avec brusquerie, dès que je me faisais trop pressant, elle, le plus souvent, par une plaisanterie ou par un espièglerie inopinée, barrait la voie à de plus amples explications. Une seule fois, je fus sur le point de l'obliger à parler. Le matin, en apportant son texte à mon maître, je n'avais pu m'empêcher de lui raconter avec enthousiasme combien précisément ce passage, c'était le portrait de Marlowe, m'avait ému. Et, tout brûlant encore de mon exaltation, j'ajoutai avec admiration que personne ne serait capable de tracer un portrait aussi magistral. Alors il pinça sa lèvre en se détournant brusquement.
Il jeta la feuille sur la table et murmura avec dédain. Ne dites pas de telles sottises. Qui, que pouvez-vous entendre par magistral? Cette parole brutale, qui n'était sans doute qu'un masque vivement mis pour dissimuler une pudeur impatiente, suffit pour me gâter ma journée. L'après-midi, me trouvant pendant une heure seule avec sa femme, j'éclatai tout à coup une sorte d'explosion hystérique, et, lui prenant les mains, je m'écriai: Dites-moi pourquoi me hait-il tant? Pourquoi me méprise-t-il ainsi? Que lui ai-je fait? Pourquoi chacune de mes paroles l'irrite-t-elle à ce point? Que dois-je faire? Aidez-moi. Pourquoi ne peut-il pas me souffrir? Ne peut-il pas me souffrir? Dites-le-moi, je vous en supplie. Alors, un œil perçant, étonné de cette explosion sauvage, me regarda. Ne pas vous souffrir, et en même temps un rire, fit claquer ses dents, un rire qui jaillit comme une pointe si méchante et si acérée que malgré moi je reculai. Ne pas vous souffrir, répéta-t-elle encore une fois, tout en regardant avec colère mes yeux hagards. Mais ensuite elle se pencha vers moi, ses regards devinrent peu à peu tendres, toujours plus tendres, ils exprimèrent presque de la compassion. Soudain elle me caressa, pour la première fois les cheveux. Vous êtes véritablement un enfant, un nigaud d'enfant qui ne me remarque rien, ne voit rien et ne sait rien. Mais il vaut mieux qu'il en soit ainsi, sinon vous seriez encore plus inquiet. Et elle se détourna de moi brusquement. C'est en vain que je cherchais à me tranquilliser, comme cousu dans le sac noir d'un cauchemar infrangible. Je luttai de toutes mes forces pour trouver une explication et pour sortir de la confusion mystérieuse de ces sentiments contradictoires. 4 mois s'étaient passés de la sorte, en semaines d'exaltation et de transformation des plus inouïes. Le semestre courait vers sa fin. Je voyais avec stupeur s'approcher les vacances, car j'aimais mon purgatoire, et l'atmosphère anti-intellectuelle interne de la vie de famille de mon pays me menaçait comme un exil à une spoliation. Déjà, je ruminais des plans secrets pour faire accroître à mes parents qu'un travail important me retenait ici. Déjà, je tressais adroitement un réseau de mensonges et d'échappatoires pour prolonger la durée de cette présence dévoratrice. Mais le temps et l'heure de mon départ étaient depuis longtemps fixés par le destin, et cette heure était suspendue au-dessus de moi invisible, comme le coup de midi est suspendu dans le bronze des cloches, pour retenir ensuite à l'improviste et rappeler gravement le temps de travail ou de la séparation aux insouciants. Comme ce soir, Fatal commença bien, avec quelle perfide beauté! J'avais dîné avec eux deux. Les fenêtres étaient ouvertes, et dans leur cadre obscurci le ciel crépusculaire entrait peu à peu. Lentement, avec ses nuées blanches, quelque chose de doux et de clair émanait de leurs reflets flottant majestueusement et se prolongeait au loin, et en ressentait une impression forte et profonde. Nous avions causé, sa femme et moi, avec plus de désinvolture, de calme et d'animation qu'à l'ordinaire. Mon maître se taisait, tandis que nous parlions, mais son silence s'étendait comme une aile repliée au-dessus de notre entretien. Je le regardais de côté, à la dérobée. Il y avait ce jour-là, dans son être, une singulière clarté, un peu d'agitation aussi, mais sans rien de nerveux, tout comme dans ces nuées de l'été. Parfois il levait son verre de vin et le tenait à contre-jour, prenant plaisir à sa couleur. Et lorsque mon regard joyeux accompagnait ce geste, il souriait légèrement et levait son verre de mon côté, comme pour un toast. Rarement j'avais vu son visage aussi clair, ses mouvements aussi tranquilles et harmonieux. Il était là, assis là, presque dans la joie d'une fête, comme s'il eût entendu dans la rue une musique, ou qu'il eût prêté l'oreille à un entretien invisible. Ses lèvres, où passaient d'ordinaire sans cesse d'imperceptibles ondes, étaient immobiles et molles, comme un fruit pelé, et son front, qu'il tournait maintenant avec lenteur du côté de la fenêtre, baignait dans les reflets de cette douce clarté, et me semblait plus beau que jamais. C'était merveille de le voir ainsi satisfait. Était-ce l'influence de ce soir d'été serein? L'action bienfaisante de la douceur de cette atmosphère au ton dégradé qui opérait en lui, ou bien une pensée consolatrice qui brillait dans son âme? Je l'ignorais. Mais,
habituée à lire dans son visage comme dans un livre ouvert, j'étais sûre d'une chose. Ce jour-là, un Dieu clément avait mis un baume sur les rides et les plis de son cœur. Et c'est aussi avec une étrange solennité qu'il se leva et m'invita, de son mouvement de tête coutumier, à le suivre dans son bureau. Lui, d'habitude si rapide, marchait avec une gravité singulière. Puis il se retourna encore une fois, alla chercher, contrairement à son habitude, une bouteille de vin cachée dans l'armoire et l'emporta d'un air cérémonieux, avec précaution. Tout comme moi, sa femme paraissait remarquer dans ses manières quelque chose de bizarre. Avec étonnement, elle levait les yeux de son ouvrage de couture et, comme maintenant, nous nous rendions au travail, elle observait avec une curiosité muette son attitude insolite et compassée. Le bureau, comme toujours complètement plongé dans l'ombre, nous attendait avec son intimité crépusculaire. Seule la lampe arrondissait un cercle d'or autour du paquet blanc du papier à écrire. Je m'assis à ma place habituelle et je relus les dernières phrases du manuscrit. Comme d'un diapason, il avait toujours besoin, pour retrouver le fil de son discours, de s'appuyer sur le rythme. Mais tandis que d'habitude il continuait immédiatement après la dernière phrase, cette fois-ci il resta muet. Le silence se déploya largement dans la pièce. Déjà les murs nous le renvoyaient, pesants et tendus. Mon maître paraissait n'être pas encore tout à fait concentré, car je l'entendais derrière moi qui allait et venait nerveusement. Lisez encore une fois. Bizarre comme sa voix s'était mise brusquement à vibrer, très agitée. Je répétai les derniers paragraphes, alors sa parole enchaîna, d'un seul coup, après moi, et il dicta d'une manière saccadée, plus rapide et plus serrée que d'habitude, en 5 phrases, la scène fut bâtie. Ce que, jusqu'alors, il avait exposé, avaient été les conditions de culture préalables à l'avènement du drame, comme une fresque de l'époque et un tableau historique. Maintenant, brusquement, il se tourna vers le théâtre, lui-même qui, après le vagabond et le chariot errant, devient enfin sédentaire et se construit un foyer, pourvu de droits et de privilèges écrits. D'abord le théâtre de la Rose et la Fortune, grossière baraque de planches pour des jeux eux-mêmes grossiers. Mais ensuite, les artisans charpentent un nouveau vêtement de planches, à la mesure de l'envergure croissant de la poésie qui se développe à vue d'œil. Au bord de la Tamise, sur le pilotis d'un sol vaseux, humide et sans valeur, se dresse le rude édifice de bois, avec sa grossière tour hexagonale, le théâtre du globe. Sur la scène duquel paraît Shakespeare le maître, comme un étrange vaisseau rejeté par la mer, avec son étendard rouge de pirate flottant au grand mât, il se dresse là, solidement ancré dans le fond bourbeux. Au parterre s'agite avec bruit comme dans un port. Le bas peuple, du haut de galeries, sourit et bavarde le beau monde frivole. Au-dessus des acteurs. Impatients, ils demandent qu'on commence. Ils battent des pieds et font du tapage, frappent bruyamment du pommeau de l'épée contre les planches jusqu'à ce qu'enfin, pour la première fois, la scène en bas s'éclaire à la lueur de quelques bougies qu'on y apporte et que des personnes vaguement costumées s'avancent pour jouer une comédie qui semble improvisée. Et alors je me rappelle encore aujourd'hui ces paroles. Éclate soudain la tempête des phrases, cette mer infinie de la passion qui, depuis ses planches limitées, envoie vers toutes les époques et toutes les zones du cœur humain ses flots sanglants, inépuisables, insondables, sereins et tragiques, variés à l'extrême et à l'image de toute l'humanité. Le théâtre de l'Angleterre, le drame de Shakespeare. Après ces paroles prononcées avec force, l'exposé s'arrêta brusquement. Un long et lourd silence suivit. Inquiet, je me retournai. Mon maître était debout, étreignant d'une main la table, dans cette attitude d'épuisement que je lui connaissais. Mais cette fois sa rigidité avait quelque chose d'effrayant. Je bondis, craignant qu'il ne fût arrivé quelque chose, et je lui demandai anxieusement si je devais m'arrêter. D'abord il ne fit que me regarder, hors d'haleine, l'air absent et figé. Mais ensuite l'étoile de son œil réapparut, claire et bleue,
et, les lèvres moins crispées, il s'approcha de moi. Eh bien, n'avez-vous rien remarqué? Il me regardait avec insistance. Quoi donc? Balbutai-je, d'une voix incertaine. Alors il respira profondément et sourit un peu. Il y avait des mois que je n'avais pas senti en lui ce regard enveloppant, doux et tendre. La première partie est achevée. J'eus de la peine à réprimer un cri de joie, tellement la surprise mit en moi d'ardentes émotions. Comment avais-je pu ne pas m'en apercevoir? Oui, toute la structure était là. C'est un genre magnifique depuis les profondeurs du passé jusqu'au seuil de l'accomplissement. Maintenant ils pouvaient venir, les Marlowe, les Ben Jonson, les Shakespeare, et le franchir victorieusement. C'était pour le livre le premier anniversaire. Je me précipitai pour compter les feuillets. Cette première partie, la plus difficile, comprenait 170 pages d'une écriture serrée. Ce qui allait venir ensuite était un travail plus libre de composition et de présentation, tandis que jusqu'alors il avait fallu suivre de près des documents historiques. Il n'y avait pas de doute, il achèverait son ouvrage, notre ouvrage. Je ne sais pas si je me suis livrée à de bruyants ébats, si j'ai dansé de joie, de fierté, de bonheur, mais mon enthousiasme prit sans doute des formes tout à fait imprévues, car le regard de mon maître me suivait en souriant, tandis que je relisais vite les dernières paroles, ou que je comptais en hâte les feuilles, que je les prenais, les pesais et les palpais amoureusement, et que déjà mon imagination essayait de calculer par avance l'époque à laquelle nous pourrions avoir acheté tout l'ouvrage. Sa fierté, contenue, profondément cachée, se voyait reflétée dans ma joie. Souriant, il me regardait avec attendrissement. Alors il vint un pas lent vers moi, tout près de moi, les deux mains tendues, et il saisit les miennes. Immobile, il m'examinait. Peu à peu, ses pupilles, qui d'habitude n'avaient de couleur que par intermittence, comme un feu à éclipse, se remplirent de ce bleu clair, et plein d'âme que seul entre tous les éléments peuvent former la profondeur de l'eau et la profondeur du sentiment humain. Et, ce bleu éclatant, monté de fond de prunelle, s'avançait, pénétrait en moi. Je sentais que l'onde ardente, qui émanait d'elle, traversait mon être molleusement, s'y répandait largement et donnait à mon âme une joie vaste et étrange. Toute ma poitrine était soudain dilatée par le jaillissement de cette puissance, et je sentais s'épanouir en moi le grand midi de l'Italie. Je sais, fit alors sa voix par-dessus cette splendeur, que sans vous, je n'aurais point commencé ce travail. Jamais je ne l'oublierai. Vous avez donné à ma lassitude l'élan salvateur. Vous avez sauvé ce qui reste encore de ma vie perdue et dispersée. Vous, vous seul. Personne n'a fait pour moi, fait davantage. Personne ne m'a aidé si fidèlement. Et c'est pourquoi je ne dis pas, c'est vous que je dois remercier, mais c'est toi que je dois remercier. Bien, maintenant nous allons passer une heure ensemble comme deux frères. Il m'attira doucement vers la table et prit la bouteille préparée. Il avait deux verres. Comme témoigne de gratitude, il m'a réservé ce brin de symbolique. Je tremblais de joie, car rien ne trouble plus puissamment quelqu'un que la réalisation subite de son ardent désir. Sa gratitude avait trouvé le plus beau des signes pouvant exprimer de la manière la plus concrète la confiance. Ce signe auquel j'aspirais inconsciemment, le tutoiement fraternel tendu par-dessus l'intervalle des années et dont le prix était subtuplé par cette distance si difficile à franchir, déjà teintait la bouteille, cette marraine encore muette qui devait apaiser désormais pour toujours mon sentiment inquiet, et me donnant la foi. Déjà mon âme sonnait claire elle aussi, comme ce tintement vibrant, mais voici qu'un petit obstacle retarda encore l'instant solennel. La bouteille était bouchée, et nous n'avions pas de tire-bouchon. Mon maître fit le mouvement de se lever pour aller le chercher, mais, devinant son intention, je le prévins en me précipitant dans la salle à manger, brûlant dans l'attente de cette seconde qui devait enfin tranquilliser mon cœur, et, de la façon la plus éclatante, attester son affection pour moi. En franchissant ainsi très vite la porte et en sortant dans le couloir qui n'était pas éclairé, je heurtai dans l'obscurité quelque chose de doux qui céda aussitôt.
C'était la femme de mon maître, qui manifestement avait écouté à la porte. Mais, chose étrange, bien que le choc eût été brutal, elle ne poussa pas un cri, se bornant à reculer sans rien dire. Et moi, aussi, incapable de faire un mouvement, je me tus, effrayé. Cela dura un moment. Tous deux nous étions muets, honteux, l'un devant l'autre. Elle surprise en flagrant délit d'espionnage, moi figé par la surprise de cette rencontre. Mais ensuite, un pas léger se fit entendre dans l'ombre, une lumière s'alluma, et je l'aperçus, pâle, avec un air de défi, le dos appuyé à l'armoire. Son regard me mesurait gravement, et il y avait dans son attitude immobile quelque chose de sombre, comme un avertissement menaçant. Mais elle ne prononça pas une parole. Mes mains tremblaient lorsqu'après avoir longtemps et nerveusement tâtonné, presque à l'aveuglette, je trouvai le tire-bouchon par 2 fois il me fallut passer devant elle. Et chaque fois, en levant les yeux, je rencontrai ce regard fixe, qui brillait dur et sombre comme du poids poli. Rien en elle ne trahissait la honte d'avoir été pris sur le fait, en train d'écouter à la porte. Au contraire, son œil étincelant, hostile et résolu, il y avait dans mon adresse une menace que je ne comprenais pas, et son air de défi montrait qu'elle était décidée à ne pas renoncer à ses attitudes inconvenantes et qu'elle continuerait à monter la garde et à piller de la sorte. Et cette volonté supérieure me troublait. Malgré moi, je me courbai de ce regard énergique, d'avertissement rivé sur moi. Et lorsque, enfin, d'un pas incertain, je me glissai de nouveau dans la pièce où mon maître tenait déjà avec impatience la bouteille de sa main, la joie immense que j'éprouvais un instant plus tôt avait fait place à une anxiété étrange et glaciale. Mais lui, avec quelle insouciance il m'attendait, avec quelle sérénité son regard était dirigé sur moi, toujours j'avais rêvé de pouvoir enfin une fois le voir ainsi, les nuages de la tristesse ayant déserté son front. Mais maintenant que pour la première fois la paix brillait sur ce front, cordialement tourné vers moi, la parole me manquait. Toute ma joie secrète s'en allait, comme par des canaux secrets. Confus, honteux même, je l'écoutais me remercier encore, en me tutoyant désormais familièrement, et les vers, en se choquant, firent entendre un son argentin. Son bras m'entourant avec amitié, il me conduisit vers les fauteuils. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre. Sa main était posée sans façon sur la mienne. Pour la première fois, je le sentais tout à fait franc et spontané dans son être, mais j'étais incapable de parler. Malgré moi, mon regard était toujours tendu du côté de la porte, plein de crainte qu'elle ne fût encore là à épier. Elle écoute, pensais-je sans cesse. Elle écoute chaque parole qu'il me dit, chaque mot que je prononce. Pourquoi justement aujourd'hui? Oui, pourquoi aujourd'hui? Et lorsque m'enveloppant de ce regard, il me dit soudain: je voudrais aujourd'hui te parler de moi, de ma propre jeunesse. Je me dressai devant lui, tellement effrayée, la main suppliante en manière de refus, qu'il leva sur moi des yeux étonnés. Pas aujourd'hui, balbutiai-je, pas aujourd'hui, excusez-moi. La pensée qu'il pût se trahir devant un espion dont j'étais obligée de lui taire la présence était pour moi trop affreuse. Mon maître me regarda d'une façon mal assurée. Qu'as-tu donc? Demanda-t-il un peu mécontent. Je suis fatigué, pardonnez-moi, c'est plus fort que moi, je crois, et, ce disant, je me levai tout tremblant, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Malgré moi, mon regard, passant devant lui, obliqua vers la porte où je supposai que dissimulée par les panneaux, cette curiosité ennemie et jalouse devait toujours être aux aguets. Alors, pesamment, il se leva lui aussi du fauteuil. Une ombre vola sur son visage, devenu soudain lasse. Veux-tu vraiment t'en aller déjà? Ce soir, précisément ce soir? Il tenait ma main, lourde d'une tension invisible, mais soudain il la laissa retomber brusquement comme une pierre. Dommage, s'écria-t-il d'un air de déception. Je m'étais tant réjoui de parler une fois librement avec toi. Dommage. Pendant un moment, ce profond soupir me répondit à travers la chambre, comme un noir papillon. J'étais plein de honte, plein de perplexité, et d'une crainte inexplicable, je me retirai d'un pas mal assuré,
et je fermai doucement la porte derrière moi. En tâtonnant et avec peine, je parvins dans ma chambre et je me jetai sur le lit. Mais je ne pus pas dormir. Jamais je n'avais senti aussi fortement que mon logement aux murs minces était suspendu au-dessus du leur et qu'elle n'en était séparée que par une charpente sombre et mystérieuse. Et maintenant, avec mes sens exacerbés, je sentais magiquement qu'ils veillaient tous deux au-dessus de moi. Je les voyais sans les voir, j'attendais sans entendre, comment lui, à présent au-dessus de moi dans sa chambre, allait et venait avec agitation, tandis qu'elle était assise muette en quelques autres endroits où qu'elle rôdait aux aguets comme un esprit. Mais je savais que ses deux yeux étaient ouverts à son attitude d'espionne, me pénétraient d'horreur. En proie à un cauchemar, je sentis soudain toute la lourde et silencieuse maison peser sur moi avec ses ombres et sa noirceur. Je rejetai ma couverture. Mes mains brûlaient. Qu'avais-je fait? J'avais été tout près du secret. Je sentais déjà contre ma figure sa chaude haleine. Et maintenant, il s'était de nouveau éloigné. Mais son ombre muette, opaque, rôdait encore, en grondant. Je la flairai dans la maison comme un danger, rompant comme une chatte sur ses pattes souples. Toujours là, avançant et reculant, bondissant, toujours vous frôlant et vous troublant par le contact électrique de sa peau, chaude et pourtant semblable à un spectre. Et toujours je sentais dans la nuit le regard enveloppant de mon maître, doux comme sa main tendue, et aussi l'autre regard incisif, menaçant et effrayé, celui de sa femme. Qu'avais-je à faire de leur secret? Pourquoi tous deux me plaçaient-ils les yeux bandés au milieu de leur passion? Pourquoi se mêlaient-ils à leur conflit insaisissable? Et pourquoi chacun d'eux déposait-il dans mon cerveau son ardent faisceau de colère et de haine? Mon front était toujours brûlant. Je me levai et j'ouvris la fenêtre. Au dehors, la ville était couchée, paisible sous le soleil, sous le ciel d'été. Il y avait des fenêtres où brillait encore la lueur des lampes. Mais ceux qui étaient assis là étaient unis par une paisible conversation, ou bien un livre ou une musique familière leur réchauffait le cœur. Et là, où derrière les bancs châssis des fenêtres régnait déjà l'obscurité, un coup sûr respirait un sommeil calme. Au-dessus de tous ces toits tranquilles planait, comme la lune de ses vapeurs d'argent, un doux repos, un silence fait de pureté et rempli de clémence. Et les 11 coups de l'horloge tombaient sans rudesse dans l'oreille rêveuse ou par hasard écouteuse de tout ce monde. Moi seule, ici dans cette maison, je sentais qu'on veillait encore autour de moi et que j'étais assiégée par des pensées étrangères et méchantes. Fiévreusement, quelque chose s'efforçait en moi de comprendre ces bruits confus. Soudain, je reculai effrayée. N'était-ce point des pas dans l'escalier? Je me redressai pour mieux écouter. Et effectivement, il y avait là quelqu'un qui montait en tâtonnant, comme un aveugle. Le degré de l'escalier, d'un pas prudent, hésitant et mal assuré. Je connaissais ce gémissement et ce bruit sourd du bois sous les pieds. Ce pas-là ne pouvait se diriger que vers moi, uniquement vers moi, car personne n'habitait ici. Sous le toit, sauf la vieille femme sourde qui dormait depuis longtemps et qui du reste ne recevait jamais personne. Était-ce mon maître? Non, ce n'était pas son allure hâtive et saccadée. Ce pas-là hésitait et traînait lâchement, comme à l'instant même. Sur chaque degré, un intrus, un criminel pouvait s'approcher ainsi, mais non un ami. J'écoutais avec une telle tension que mes oreilles bourdonnaient, et brusquement quelque chose de glacial monta le long de mes jambes nues. Voici que la serrure grinça légèrement. Il devait déjà être contre la porte, cet hôte inquiétant. Un mince courant d'air sur mes orteils m'indiqua que la porte extérieure était ouverte. Mais lui seul, mon maître, en avait la clé. Cependant, si c'était lui, pourquoi tant d'hésitation, tant de bizarreries? Était-il soucieux? Voulait-il voir comment je me trouvais? Et pourquoi cet hôte inquiétant hésitait-il maintenant dehors dans l'entrée, car ce pas furtif et rampant s'était soudain figé? Et moi-même j'étais également figé d'horreur. Il me semblait que j'allais crier,
mais quelque chose de pâteux me collait au gosier. Je voulus ouvrir, mes pieds restèrent immobiles, comme cloués au sol. Seule une mince cloison était maintenant encore entre nous deux, entre cet hôte inquiétant et moi. Mais ni moi ni lui, nous ne faisions un pas l'un vers l'autre. Alors, la cloche de l'horloge sonna. Un seul coup, 11h15. Mais cela mit fin à mon engourdissement. J'ouvris la porte. Et de fait, mon maître était là, une bougie à la main. Le courant d'air provoqué par la porte, s'ouvrant brusquement, couronna la flamme d'une lueur bleue. Et derrière lui, son ombre tremblotante, se détachant comme pétrifiée, gigantesque de sa silhouette, chancelait comme un homme ivre, à droite et à gauche sur le mur. Mais lui aussi, lorsqu'il me vit, fit un mouvement, il se replia sur lui-même, comme quelqu'un qui, surpris dans son sommeil par un souffle d'air inattendu, tire sur lui, involontairement, sa couverture frissonnant. Puis il recula, tandis que la bougie vacillait dans sa main en laissant tomber des gouttes. Je tremblai, mortellement effrayé. Je ne pus que balbutier. Qu'avez-vous? Il me regarda sans parler. Quelque chose à lui aussi lui ôtait la parole. Enfin, il posa la bougie sur la commode, et aussitôt le jeu des ombres qui flottaient dans l'espace à la manière d'une chauve-souris s'apaisa. Enfin, il balbutia. Je voulais, je voulais. De nouveau, la voix lui manqua. Il était là, debout, les yeux baissés, comme un voleur pris sur le fait. Cette angoisse, cette attitude, moi en chemise, tremblant de froid, et lui recroquevillé sur lui-même, et rendu hagard par la honte, était insupportable. Soudain, la faible silhouette se secoua, elle s'approcha de moi, un sourire, méchant et funeste, un sourire qui luisait, comme une menace, uniquement dans ses yeux, tandis que ses lèvres étaient étroitement pincées, un sourire se posa sur moi en ricanant, tel un masque étrange, et pendant un instant resta comme figé. Puis une voix, pointue comme la langue bifide d'un serpent, fit entendre. Je voulais seulement vous dire qu'il vaut mieux renoncer à nous tutoyer. Ce serait incorrect entre Poulain et son maître, comprenez-vous? Il faut garder les distances, les distances, les distances. Et en même temps, il me regardait avec une telle haine, avec une méchanceté si offensante, pareille à un soufflet, que sa main se crispait malgré lui, comme des griffes. Je vis, en chancelant, un mouvement de recul. Était-il fou? Était-il ivre? Il était là, le poing serré, comme s'il voulait se jeter sur moi ou me frapper au visage. Mais cette chose horrible ne dura qu'une seconde. Ce regard agressif rentra précipitamment sous ses paupières. Il se retourna, murmura quelque chose qui ressemblait à une excuse, et saisit la bougie, comme un diable noir et empressé. L'ombre déjà, repliée sur le sol, se remit à bouger, et précéda le professeur, en tourbillonnant vers la porte. Puis il s'en alla, lui-même, avant que j'eusse la force de trouver un seul mot. La porte se renferma avec violence, et l'escalier cria lourd et douloureux sous ses pas, qui paraissaient précipités. Je n'oublierai pas cette nuit. Une colère froide alternait en moi sauvagement avec un désarroi brûlant et désespéré. Comme des fusées, mes pensées traversaient mon cerveau, fonçant pêle-mêle. Pourquoi me martyrise-t-il? Me demandai-je 100 fois dans le tourment qui me dévorait. Pourquoi me hait-il tellement que la nuit il monte exprès l'escalier, en cachette, uniquement pour me lancer en visage, avec tant d'animosité, une pareille offense? Que lui avais-je fait? Que fallait-il maintenant que je fisse? Comment l'apaiser, puisque j'ignorais en quoi je l'avais blessé? Je me jetai, tout brûlant, dans mon lit. Je me levai, je m'enfuis de nouveau sous la couverture, mais toujours cette image fantomale se dressait devant moi. Mon maître arrivant furtivement et troublé par ma présence, avec derrière lui, étrange et énigmatique, cette ombre monstrueuse qui vacillait sur le mur. Le lendemain matin, lorsque, après un bref et faible assoupissement,
Je me réveillai, je me persuadai d'abord que j'avais rêvé, mais sur la commode étaient collées encore, rondes et jaunes, les taches de stéarine qui avaient coulé de la bougie. Et au milieu de la chambre, inondée de lumière, mon affreux souvenir ne pouvait s'empêcher de me monter sans cesse l'hôte de cette nuit, qui s'y était glissé comme un voleur. Je ne sortis pas de la matinée. La crainte de le rencontrer paralysait toutes mes forces. J'essayai d'écrire, de lire, je n'arrivais à rien. Mes nerfs étaient comme minés. À chaque instant, ils menaçaient d'éclater en accès convulsifs, en sanglots et en hurlements. Je voyais mes propres doigts trembler bizarrement, comme des feuilles dans un arbre. J'étais incapable de les maintenir en repos, et mes jarrets fléchissaient comme si les tendons avaient été coupés. Que faire? Que faire? Je me le demandais jusqu'à en être épuisé. Le sang bouillonnait déjà dans mes tempes et il cernait du bleu mon regard. Mais surtout, ne pas sortir, ne pas descendre, ne pas le rencontrer subitement sans avoir repris assurance, sans que mes nerfs aient été retrouvés leur force. Je me rejetai sur le lit, affamé, sans m'être lavé, troublé, bouleversé. Et de nouveau mes sens cherchèrent à deviner ce qui se passait derrière la mince cloison de maçonnerie. Où se trouvait-il maintenant? Que faisait-il? Était-il éveillé comme moi, désespéré comme je l'étais? Midi arriva, et j'étais encore étendu sur le lit, brûlant de mon désarroi, lorsqu'enfin j'entendis un pas dans l'escalier. Tous mes nerfs sonnèrent l'alarme, mais ce pas était léger, insouciant. Il parcourait son élan rapide de marche à la fois. Déjà une main frappait à la porte. Je bondis et demandai sans ouvrir. Qui est là? Pourquoi ne venez donc pas déjeuner? Répondit d'un ton un peu fâché sa femme. Êtes-vous malade? Non, non, bredouillai-je avec embarras. J'arrive à l'instant et il me resta plus qu'à enfiler mes vêtements et à descendre. Mais je dus m'appuyer à la rampe de l'escalier, tellement mes membres flageolaient. J'entrai dans la salle à manger. Devant l'un des deux couverts, la femme de mon maître m'attendait, et elle me salua en me reprochant légèrement de l'avoir obligé à venir me chercher. Sa place à lui était vide. Je sentis le sang me monter à la tête. Que signifiait cette absence imprévue? Redoutait-il encore plus que moi-même notre rencontre? Avait-il honte, ou bien désormais ne voulait-il plus s'asseoir à la même table que moi? Enfin, je résolus de demander si le professeur ne viendrait pas. Étonnée, elle me regarda. Ne savez-vous donc pas qu'il est parti ce matin pour le train? Parti? Balbutiai-je. Pour où? Aussitôt son visage se fronça. Mon mari n'a pas daigné me le dire. C'est probablement une de ses sorties coutumières. Puis, soudain, elle se tourna vers moi, disant vivement et d'un air interrogateur. Mais vous ne le savez donc pas, vous. Il est pourtant cette nuit remonté auprès, chez vous. Je pensais que c'était pour prendre congé. C'est étrange, vraiment étrange qu'il ne vous ait rien dit à vous non plus. À moi? Fis-je, incapable d'autre chose que de ce cri. Et à ma honte et à ma confusion, ce cri fit déborder tout ce que ces dernières heures avaient refoulé en moi. Subitement, ce fut comme une explosion, de sanglots, de gémissements convulsifs et furieux. Je n'étais plus qu'une masse hagarde de désespoir, de douleur éperdue, d'où jaillissait un déluge de mots et de cris enchevêtrés. Je pleurais, ou plutôt ma bouche frémissait, déchargeait toute la souffrance accumulée en moi, et je la noyais dans des sanglots hystériques. Mes poings frappaient sur la table avec égarement, et comme un enfant irritable et hors de lui, la figure ruisselante de larmes, je laissai éclater avec rage ce qui, depuis des semaines, couvait en moi comme un orage. Et, tandis que cet épanchement effréné me soulageait, j'éprouvais en même temps une honte infinie à me trahir ainsi devant elle. Qu'avez-vous, par l'amour de Dieu? Ce disant, elle s'était levée brusquement toute décontenancée. Puis elle vint vite à moi et me conduisit de la table au canapé. Étendez-vous là, calmez-vous. Elle caressait mes mains. Elle passait les siennes sur mes cheveux, tandis que des secousses convulsives continuaient à ébranler mon corps tout tremblant. Ne vous tourmentez pas, Roland, ne vous laissez pas tourmenter.
Je connais tout cela, je l'ai senti venir. Elle caressait toujours mes cheveux, mais soudain sa voix devint dure. Je sais par moi-même comment il s'y prend pour troubler les gens. Je le sais mieux que personne. Mais croyez-moi, je voulais toujours vous avertir lorsque je voyais que vous vous reposiez entièrement sur lui, alors qu'il n'a lui-même aucun équilibre. Vous ne le connaissez pas. Vous êtes aveugle, vous êtes un enfant. Vous ne vous doutez de rien. Pas même aujourd'hui, non. Pas même maintenant. Ou peut-être avez-vous aujourd'hui pour la première fois commencé à comprendre quelque chose. Ce serait tant mieux pour lui et pour vous. Elle resta penchée sur moi affectueusement. Il me semblait que ses paroles et ses mains apaisantes qui endormaient ma douleur venaient d'une profondeur ouatée. Cela me faisait du bien de rencontrer enfin du nouveau un souffle sympathie et de sentir près de moi, tendre presque maternelle, une main de femme. Peut-être aussi que j'en avais été privée depuis trop longtemps. Et maintenant, en voyant à travers le voile de la tristesse l'intérêt que me témoignait une femme tendrement préoccupée, ma souffrance s'allégeait. Mais malgré tout, combien j'étais confus, combien j'avais honte de m'être trahi dans cette crise et de m'être livré ainsi dans mon désespoir. Et ce fut malgré moi que, me redressant péniblement, je laissai encore libre cours à un flot de cris précipités et saccadés à la fois, me plaignant de tout ce qu'il m'avait fait, disant comme il m'avait repoussé et persécuté, puis de nouveau attiré, comment, sans raison ni motif, il se montrait dur envers moi, ce bourreau à qui, malgré tout, j'étais attachée avec amour, que je haïssais en l'aimant, et que j'aimais en le haïssant. Je recommençai tellement à m'exciter qu'il fallut encore qu'elle m'apaisât. De nouveau, ses douces mains me repoussèrent avec gentillesse sur l'ottomane, où je m'étais levée avec emportement. Enfin, je devins plus calme. Elle se taisait, étrangement pensive. Je devinai qu'elle comprenait tout cela, et peut-être encore plus que moi-même. Ce silence nous lia quelques minutes, puis la jeune femme se leva. Bien, il y a maintenant assez longtemps que vous faites l'enfant. À présent, redevenez un homme. Mettez-vous à table et mangez. Il n'y a rien là de tragique, c'est un simple malentendu qui s'éclaircira, et comme je faisais quelques gestes de dénégation, elle ajouta vivement. Il s'éclaircira, car je vous laisserai pas plus longtemps tirailler et bouleverser ainsi. Il faut que cela finisse. Il faut qu'enfin il apprenne un peu à se maîtriser. Vous êtes trop bon pour ces jeux aventureux. Je lui parlerai, comptez-y. Maintenant venez à table. Honteux et sans volonté, je me laissai faire. Elle parla avec une certaine hâte et volubilité de choses indifférentes, et je lui étais reconnaissant intérieurement de ce qu'elle paraissait n'avoir pas fait attention à cette explosion plus forte que moi et l'avoir déjà oubliée. Elle me dit d'une voix persuasive que le lendemain, dimanche, elle devait faire avec le professeur W et sa fiancée une excursion sur le bord d'un lac voisin, et qu'il me fallait venir avec eux, m'arracher à mes livres et me distraire. Tout mon malaise provenait du surmenage et de la surexcitation des nerfs. Une fois dans l'eau, ou sur les chemins, mon corps retrouvait aussitôt l'équilibre. Je promis de les accompagner. Tout plutôt dans la solitude, plutôt que de rester dans ma chambre avec ces pensées rôdant dans l'ombre. Et cet après-midi non plus, ne demeurez pas enfermés. Allez vous promener, courir, vous amuser, insista-t-elle encore. C'est étrange, pensai-je, comme elle devine mes sentiments les plus intimes. Comme elle, qui pourtant m'est étrangère, sait toujours ce qu'il me faut ou ce qui me fait mal. Tandis que lui, l'homme de la connaissance, me méconnaît et me brise. Je lui promis de l'écouter. Et là, la regardant avec gratitude, je lui trouvai un nouveau visage, ce qui s'y montrait d'habitude de rayeur et d'impertinent, en lui donnant un air d'un garçon insolent et mal élevé, m'était remplacé par un regard tendre et compatissant. Jamais je ne l'avais vue aussi sérieuse. Pourquoi lui ne me regardait-il jamais avec cet air de bonté? Se demandait nostalgiquement en moi un sentiment confus. Pourquoi ne voit-il jamais qu'il me fait mal? Pourquoi n'a-t-il jamais posé sur mes cheveux ou dans mes mains des mains aussi secourables, aussi tendres? Je baisai avec reconnaissance les mains de cette femme, mais elle les retira vivement, presque avec violence.
Ne vous tourmentez pas, insista-t-elle encore très chaleureuse. Puis ses lèvres reprirent une expression de dureté. Se redressant brusquement, elle dit d'une voix basse. Croyez-moi, il ne le mérite pas. Et cette parole, murmurée d'une façon à peine perceptible, endolorit de nouveau mon cœur qui était déjà presque apaisé. Ce que je fus d'abord dans cet après-midi et cette soirée est si ridicule et si puéril que pendant des années j'eus honte d'y penser, et que même une censure intérieure étouffait aussitôt le moindre souvenir qui s'y rapportait. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de ces balourdises. Au contraire, je comprends maintenant très bien le jeune homme impétueux que j'étais, qui, dans sa passion confuse, cherchait violemment à se cacher à lui-même la propre incertitude de ses sentiments. Je me vois moi-même comme un bout de couloir d'une longueur extraordinaire, comme à travers un télescope. Ce jeune homme désespéré et tiraillé monte dans sa chambre sans savoir ce qu'il va entreprendre contre lui-même. Et soudain il se précipite sur son paletot, se compose une autre démarche, va chercher au fond de son être des gestes farouchement résolus, et puis brusquement, d'un pas énergique et violent, le voilà dans la rue. Oui, c'est moi. Je me reconnais. Je sais toute la pensée de ce pauvre garçon d'alors, sotte et tourmenté. Je le sais. Soudain, je me suis raidi, juste devant la glace, et je me suis dit: je me moque de lui, que le diable l'emporte. Pourquoi me torturer à cause de ce vieux fou? Elle a raison. Soyons gais, amusons-nous. Enfin, en avant. Véritablement, c'est ainsi que je suis descendu dans la rue. Ce fut une brusque secousse pour me délivrer, et, puis une course à toutes jambes, une fuite lâche et aveugle, pour ne pas reconnaître que ces joyeuses assurances n'étaient pas si joyeuses que cela, et que le bloc de glace, immobile, toujours aussi lourd, pesait sur mon cœur. Je me rappelle encore comment je marchais, ma forte canne bien serrée dans la main et regardant chaque étudiant droit dans les yeux. En moi couvait une dangereuse envie de me quereller avec quelqu'un, de décharger au hasard sur le premier venu ma colère grondant sans issue. Mais heureusement, personne ne daigna faire attention à moi. Alors je me dirigeai vers le café, où le plus souvent se réunissaient mes camarades étudiants de séminaire. Déterminé à m'asseoir à leur table sans y être invité, et à trouver dans le moindre quolibet le prétexte d'une provocation, mais ici encore mon humeur batilleuse ne rencontra que le vide. La belle journée qu'il faisait en avait engagé la plupart à excursionner, et les 2 ou 3 qui restaient me saluèrent poliment et n'offrirent pas la moindre prise à ma fiévreuse irritation. Mécontent, je me levai bientôt et je me rendis dans un établissement franchement mal famé dans les faubourgs, où, en écoutant un bruyant flofon, le rebut des viveurs de la petite ville se pressait grossièrement, environné de bière et de fumée. J'engloutis vite 2 ou 3 verres, invité à ma table une femme de mœurs légères avec son amie, également une demi-mondaine, sèche et effarée, et j'éprouve une jolie maligne à me faire remarquer. Chacun me connaissait dans la petite ville, chacun savait que j'étais le disciple du professeur. Elles, d'autre part, montraient bien par leur costume effronté et par leur conduite ce qu'elle était. Ainsi, je jouis de ce plaisir fol et ridicule de me compromettre, et lui avec moi, comme j'avais la sottise de le penser. Puisse-t-il voir? Mais disais-je que je me moque de lui, que je me fiche de lui, et devant tout le monde je fis la cour à cette créature à la grosse poitrine, de la manière la plus éhontée, et sans le moindre tact. C'était une ivresse de méchanceté enragée, et bientôt aussitôt ce fut une ivresse réelle, car nous buvions de tout, mélangeant grossièrement vin, eau-de-vie, bière, et nous nous agitons si violemment qu'autour de nous des chaises se renversaient, et que les voisins se reculaient avec prudence. Mais je n'avais pas honte, au contraire. Il apprendra ainsi, me disais-je furieusement en ma tête folle, il verra ainsi combien il m'est indifférent. Ah, je ne suis pas triste, je ne suis pas offensé. Au contraire, du vin, fis-je en frappant du poing sur la table à faire trembler les verres. Finalement, je sortis avec les 2 femmes tenant l'une au bras droit et l'autre au bras gauche,
et je gagnai la grande rue où la promenade habituellement de 9 heures réunissait les étudiants et les jeunes filles, les civils et les militaires pour une flânerie bon enfant. Trio titubant et lourd d'alcool, nous passâmes sur la chaussée en faisant tant de bruit qu'enfin un sergent de ville s'avança irrité et nous intima énergiquement de nous tenir tranquilles. Ce qui arriva par la suite, je suis incapable de le raconter exactement. Une vapeur bleue d'alcool obscurcit mon souvenir. Je sais seulement que, dégoûté des deux femmes ivres et d'ailleurs moi-même à peine maître de mes sens, je me débarrassai d'elles en leur donnant de l'argent. Ensuite, je bus en quelques endroits du café et du cognac, et devant l'université, je prononçai une philippique contre les professeurs pour la joie des gamins rassemblés autour de moi. Puis, poussé par l'obscur instinct de me salir encore davantage et de lui faire tort, idée stupide dictée confusément par une colère passionnée, je voulus aller dans une maison close, mais je n'en trouvai pas le chemin, et finalement je rentrai chez moi en titubant de fort mauvaise humeur. Ce n'est qu'avec peine que ma main tâtonnante put ouvrir la porte, et c'est tout juste si je parvins à me traîner sur les premières marches de l'escalier. Mais, arrivé devant sa porte, toute mon ivresse tomba brusquement, comme si ma tête avait été plongée soudain dans une eau glacée. Dégrisé, je vis dans mon visage décomposé l'image de ma folie furieuse et impuissante. La honte me fit baisser la tête, et tout doucement, me faisant petit comme un chien battu, pour que personne ne m'entendît, je me glissai à pas furtifs dans ma chambre. J'avais dormi comme une souche. Lorsque je me réveillai, le soleil inondait déjà le plancher, et il montait peu à peu jusqu'au rebord de mon lit. Je me levai d'un bond. Dans ma tête endolorie le souvenir de la veille se ranimait. Mais je repoussai tout sentiment de honte. Je ne voulais plus être heureux. En effet, essayai-je de me persuader, c'était sa faute à lui seul, si je m'abrutissais ainsi. Je me tranquillisai en considérant que ce qui s'était passé la veille n'avait été qu'un divertissement d'étudiant, bien permis à quelqu'un qui depuis des semaines et des semaines n'a connu que le travail et encore le travail. Mais je ne me sentais pas à l'aise dans ma propre justification, et assez, penaud, manquant de contenance, je descendis trouver la femme de mon maître, me rappelant ma promesse de la veille pour l'excursion. Chose singulière, à peine eus-je touché le loquet de sa porte qu'il fut de nouveau présent en moi, mais aussitôt avec lui cette douleur brûlante, stupide et déchirante, ce désespoir fut furieux. Je frappai doucement, sa femme vint au-devant de moi, en me regardant avec une douceur bizarre. Quelle sottise faites-vous, Roland, dit-elle, mais avec plus de compassion que de reproche. Pourquoi vous torturer ainsi? Je restai là, interloqué. Donc elle aussi avait déjà appris ma folle conduite. Mais elle mit fin aussitôt à mon embarras. Aujourd'hui, nous serons raisonnables. À 10 heures, le professeur W viendra avec sa fiancée. Puis, nous prendrons le train et nous irons ramener à nager. Pour donner les coups de grâce à toute cette folie, j'osai encore d'une voix angoissée demander bien inutilement si mon maître était rentré. Elle me regarda sans répondre, car je savais moi-même que cette question était vaine. À 10 heures précises arriva le professeur, un jeune physicien qui, étant juif, vivait sans beaucoup de contact avec les universitaires et qui, à vrai dire, était le seul qui nous fréquentât dans notre solitude. Il était accompagné de sa fiancée, ou plus probablement de sa maîtresse. Une fille dont la bouche s'ouvrait sans cesse pour rire, naïve et un peu sotte, mais par là même tout ce qu'il fallait pour une escapade improvisée de ce genre. Nous nous rendîmes d'abord par le train, tout en mangeant, causant et riant au bord d'un petit lac situé dans les voisinages. Les semaines de travail acharné que je venais de traverser m'avaient à tel point déshabitué de tous les agréments de la conversation que cette heure-là suffit déjà à m'enivrer comme un vin léger et pétillant. Vraiment,
Mes compagnons réussirent tout à fait, par leur pétulance et leur exubérance d'enfants, à éloigner mes pensées de cette sphère sombre et agitée autour de laquelle, d'habitude, elles tournaient toujours en bourdonnant. Et à peine eus-je senti de nouveau mes muscles au grand air, en faisant soudain une course avec la jeune fille, que je redevins le garçon vivant et insouciant d'autrefois. Sur la rive du lac, nous prîmes deux canots. La femme de mon maître tenait la barre du mien, et dans l'autre le professeur minait les rames avec son ami. Aussitôt que nous eûmes embarqué, l'envie de nous mesurer se fit sentir, l'envie de nous dépasser mutuellement. Ce en quoi, à vrai dire, j'étais désavantagé, car, tandis qu'ils ramenaient tous les deux, je me trouvais seul pour ma part, mais ôtant vite mon veston, et exercé depuis longtemps à ce sport, je maniais si vigoureusement les avirons, qu'à coup puissant, je devançais toujours l'autre bateau. C'était des deux côtés un jaillissement continu des propos railleurs, faits pour nous stimuler. Nous nous excitons les uns les autres, et indifférents à l'ardente chaleur de juillet, sans nous soucier de la sueur qui peu à peu nous inondait, nous nous donnions comme des galériens intraitables, et tout cœur au démon du sport et au désir de l'emporter sur l'adversaire. Enfin, le but fut proche. C'était une petite langue de terre boisée, au milieu du lac. Nous fîmes un effort encore plus furieux, et au grand triomphe de ma camarade de canot, qui elle-même était saisie par l'émulation du jeu, notre carène crissa la première sur le sable. Je descendis tout brûlant et ruisselant, grisé par le soleil, auquel je n'étais pas accoutumé, par le bouillonnement impétueux de mon sang, par la joie du succès. Mon cœur battait avec violence dans ma poitrine. Mes vêtements me collaient au corps tant je transpirais. Le professeur n'était pas mieux partagé, et au lieu d'être félicités, nous les a acharnés champions. Nous subîmes longuement le rire railleur et impertinent des femmes, à cause de notre essoufflement, de notre aspect assez pitoyable. Enfin, elles nous accordèrent un moment de répit, pour nous rafraîchir au milieu des plaisanteries. Deux cabines de bain, l'une pour les messieurs et l'autre pour les dames, furent improvisées à droite et à gauche du bosquet. Nous enfilâmes rapidement nos maillots de bain. Derrière les arbres étincelèrent du linge blanc et des bras nus. Et tandis que les professeurs et moi, nous achevions de nous préparer, les deux femmes s'hébétaient déjà voluptueusement dans l'eau. Le professeur, moins fatigué que moi, qui avait gagné seul contre deux, s'élança aussitôt sur leurs traces, mais j'avais ramé un peu trop fort et je sentais mon cœur battre encore avec précipitation contre mes côtes. Je m'étendis d'abord confortablement à l'ombre, et je regardai avec plaisir les nuages passer au-dessus de ma tête, jouissant avec délice du doux bourdonnement de la lassitude de mon sang tumultueux. Mais, au bout de quelques minutes déjà, on commença à me réclamer avec force dans l'eau. En avant, Roland! Concours de natation! Des prix pour le nageur, des prix pour le plongeur, je ne bougeais pas. Il me semblait que j'aurais pu rester ainsi couché pendant 1000 ans, la peau piquetée par le soleil qui s'infiltrait à travers les feuillages et en même temps rafraîchie par l'air qui m'enfleurait mollement. Mais de nouveau un rire vola vers moi, et la voix du professeur cria: Il fait grève! Nous l'avons vidé à fond! Allez chercher le paresseux! Et effectivement j'entendis aussitôt un clapotis se rapprocher, puis elle me lança de tout près: En avant, Roland! Concours de natation! Il faut que nous leur donnions une leçon à tous les deux! Je ne répondis pas, m'amusant à me laisser chercher. Où êtes-vous donc? Déjà le gravier crissé, des pieds nus parcouraient le rivage, et soudain elle fut devant moi, son maillot tout mouillé, collé autour de son corps mince, androgyne. Ah! Vous voilà, fainéant que vous êtes! Mais maintenant levez-vous. Les autres sont déjà presque au bord de l'île, là-bas, en face. J'étais étendu mollement sur le dos, je m'étirai avec indolence. Il fait bien meilleur ici, je vous rejoindrai plus tard. Il ne veut pas, lança-t-elle d'une voix éclatante et rieuse, dans sa main en entonnoir dirigé vers l'autre côté de l'eau. Jetez-le dans le lac, le fanfaron, répondit de loin le professeur. Allons, venez, insista-t-elle avec impatience. Ne me rendez pas ridicule, mais je ne fis que bâiller paresseusement. Alors elle cassa une baguette et un arbuste, à la fois fâchée et amusée.
En avant, répéta-t-elle avec énergie, en me donnant pour me stimuler un coup de baguette sur le bras. Je sursautai. Elle m'avait frappé trop fort. Une raie mince et rouge comme du sang striait mon bras. Maintenant, moins que jamais, dis-je, mi-plaisantant, mi-mécontent. Mais alors, avec une colère véritable, elle ordonna. Venez immédiatement. Et comme par défi, je ne bougeai pas. Elle me frappa de nouveau, cette fois-ci plus fort, d'un coup cinglant et cuisant. Aussitôt je bondis furieux pour lui arracher la baguette. Elle recula, mais lui prit le bras. Involontairement, dans cette lutte dont la baguette était l'enjeu, nos corps demi-nus se rapprochèrent l'un et l'autre. Lorsqu'ayant son bras, je lui tordais l'articulation pour l'obliger à laisser tomber la branche et qu'en cédant elle se courba en arrière, on entendit un craquement. La bretelle de son maillot s'était déchirée. La partie gauche s'ouvrit, mettant à nu son corps, et ferme et rose le bouton de son sein pointa vers moi. Sans le vouloir, mon regard s'y porta. Rien qu'une seconde, mais j'en fus troublé. Tremblant et gêné, j'abandonnai ma main prisonnière. Elle se tourna en rougissant, pour réparer tant bien que mal avec une épingle à cheveux la bretelle déchirée. J'étais là, debout, ne sachant que dire. Elle aussi restait muette, et de ce moment naquit entre nous deux une inquiétude sourde et étouffée. Ohé, ohé, où êtes-vous donc faisaient déjà les voix venues de la petite île. Oui, j'arrive tout de suite, répondis-je précipitamment, et heureux d'échapper à une nouvelle confusion, je me jetai d'un bond dans l'eau. Quelques coulées, la joie enthousiaste de se propulser soi-même, la limpidité et la fraîcheur de l'élément étranger, et déjà ce dangereux bourdonnement et ce sifflement de mon sang furent noyés sous la vague d'un plaisir plus puissant et plus pur. J'eus bientôt rattrapé les deux autres. Je défiai le chétif professeur à plusieurs reprises, et chaque fois je triomphai. Puis nous revînmes en nageant à la langue de terre. Déjà habillées, elles nous attendaient pour organiser aussitôt un joyeux pique-nique avec les provisions que nous avions apportées. Mais quelle que fût l'animation des plaisanteries qui couraient entre nous quatre involontairement, nous évitions, nous deux, de nous adresser la parole. Nous parlions et rions comme si nous n'étions pas concernés. Et lorsque nos regards se rencontrèrent, ils se détournaient vivement, tandis que nous éprouvions un même sentiment. L'impression pénible causée par le récent incident n'était pas encore dissipée, et chacun sentait que l'autre y pensait, avec une inquiétude confuse. L'après-midi passa ensuite rapidement avec une nouvelle partie de canotage, mais l'ardeur de la passion sportive cédait toujours davantage à une agréable fatigue. Le vin, la chaleur, le soleil, que nous avions absorbés, s'infiltraient peu à peu jusque dans notre sang, et le faisaient affluer, plus rouge. Déjà, les professeurs et son ami se permettaient de petites primautés que nous étions obligés de supporter avec une certaine gêne. Ils se rapprochaient de plus en plus l'un de l'autre, tandis que nous gardions une distance d'autant plus inquiète. Mais notre isolement à deux devenait plus conscient, parce que les deux autres, pleins d'entrain, préféraient rester en arrière dans le sentier de la forêt, pour s'embrasser plus librement. Et quand nous étions seuls, notre conversation était toujours embarrassée. Finalement, nous fûmes tous les quatre contents d'être de nouveau dans le train. Les autres en songeant à leur fin de soirée amoureuse, et nous-mêmes en échappant enfin à de situations aussi gênantes, le professeur et son ami nous accompagnèrent jusqu'à la maison. Nous montâmes seuls les escaliers. À peine entré, je sentis de nouveau l'influence mystérieuse et troublante de sa présence ardemment désirée. Que n'est-il revenu pensai-je avec impatience, et en même temps, comme si elle l'avait lu sur mes lèvres, ce soupir muet, elle dit: Nous allons voir s'il est revenu. Nous entrâmes, l'appartement était vide. Dans sa chambre, tout révélait son absence. Inconsciemment, ma sensibilité émue dessinait dans le fauteuil vide sa figure oppressée et tragique. Mais les feuilles blanches étaient là, intactes, attendant, comme comme moi, alors la même amertume avant me revint. Pourquoi avait-il fui? Pourquoi me laissait-il seul? Toujours plus violente, la colère jalouse me montait à la gorge.
De nouveau bouillonnait sourdement en moi le désir trouble et insensé de faire contre lui quelque chose de méchant et d'haineux. La jeune femme m'avait suivi. Vous restez dîner ici, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il ne faut pas que vous soyez seul. Comment savait-elle que j'avais peur de la chambre vide, du grincement des marches de l'escalier, du souvenir que je ruminais? Elle devinait toujours tout en moi, chaque pensée, même inexprimée, chaque mauvais dessein. Une crainte me saisit, la crainte de moi-même et de la haine qui s'agitait confusément en moi. Je voulais refuser, mais je fus lâche et n'osais pas dire non. J'ai de tout temps exercé l'adultère, non pas par esprit de mesquine moralité, par pruderie ou par vertu, non pas tant parce que c'est là un vol commis dans l'obscurité, l'appropriation du bien d'autrui, mais parce que presque toute femme, dans ces moments-là, trahit ce qu'il y a de plus secret chez son mari. Chacune est une Dalila, qui dérobe à celui qu'elle trompe son secret le plus humain, pour le jeter en pâture à un étranger, le secret de sa force ou de sa faiblesse. Ce qui me paraît une trahison, ce n'est pas que les femmes se donnent elles-mêmes, mais presque toujours, pour se justifier, elles soulèvent le voile de l'intimité de leur mari, et qu'elles exposent comme dans le sommeil, à une curiosité étrange, à un sourire ironiquement satisfait, l'homme qui ne s'en doute pas. Ce n'est donc pas le fait que, tout égaré par un désespoir aveugle et furieux, j'ai trouvé refuge dans les embrassements de sa femme, d'abord plein de compassion seulement, mais devenu ensuite tendre, et le premier sentiment fit place au second avec une rapidité fatale. Et ce n'est pas cela que je juge encore aujourd'hui comme la bassesse la plus misérable de ma vie, car ceci se passa involontairement, et tous deux nous précipitâmes sans y penser, et inconsciemment dans ce brûlant abîme. Mais c'est de l'avoir laissé me raconter, sur oreiller brûlant, des confidences sur lui, c'est d'avoir permis à cette femme irritée de trahir l'intimité de son mariage. Pourquoi tolérais-je sans la repousser? Qu'elle me confiât que depuis des années, il n'avait pas de commerce charnel avec elle, et qu'elle se répondit en allusions obscures. Pourquoi ne lui ordonnais-je pas impérieusement de ne rien dire de ce secret, le plus personnel de la vie de mon maître? Mais je brûlais tant de connaître son secret, j'avais tellement soif de le savoir coupable vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de tous, que j'accueillis fiévreusement cet aveu indigné qui l'a négligé. Car c'était là quelque chose que si semblable à mon propre sentiment d'être repoussé. Il arriva ainsi que tous deux, par une haine confuse et commune, nous fîmes quelque chose qui imita les gestes de l'amour. Mais tandis que nos corps se cherchaient et se pénétraient, nous ne pensions tous les deux qu'à lui, et nous ne parlions tous les deux que de lui, toujours et sans cesse. Parfois ses paroles me faisaient mal, et j'avais honte de rester là, malgré l'horreur que j'éprouvais, mais le corps qui était sous moi n'obéissait plus à aucune volonté. Il s'adonnait sauvagement à sa propre volupté, et en frissonnant je baisais la lèvre qui trahissait l'homme que j'aimais le plus au monde. Le lendemain matin, je me glissai dans ma chambre, la langue amère de dégoût et de honte. À la minute où la chaleur de son corps cessa de troubler mes sens, j'eus conscience de l'affreuse réalité, de l'indignité de ma trahison. Jamais plus je le sentis aussitôt. Je ne pourrais paraître devant lui, ni jamais plus lui serrer la main. Ce n'était pas lui, mais moi-même que j'avais dépouillé du bien le plus précieux. Maintenant, il n'y avait qu'un salut, la fuite. Fiévreusement, j'emballai toutes mes affaires. Je réunis tous mes livres en un tas et je payai ma propriétaire. Il ne fallait pas qu'elle me trouvât là. Moi aussi je devais avoir disparu, sans motif et mystérieusement, tout comme lui, comme, tout comme lui pour moi. Mais au milieu de ce geste affairé, ma main s'arrêta soudain. J'avais entendu le grincement de l'escalier de bois, un pas en montait à la hâte les degrés, c'était son pas. Sans doute j'étais devenu livide comme un cadavre, car à peine entré, il eut un cri d'effroi. Qu'est-ce que tu as, mon garçon, tu es malade? Je reculai, je l'évitai en me penchant, au moment où il voulait s'approcher tout à fait de moi pour m'assister. Qu'as-tu? Demanda-t-il épouvanté. T'est-il arrivé du mal, ou bien,
Es-tu encore fâché contre moi? J'allais me cramponner à la fenêtre. Je ne pouvais pas le regarder. Sa voix chaude et compatissante ouvrait en moi quelque chose comme une blessure. Près de m'évanouir, je sentais affluer, chaud, tout chaud, brûlant et dévorant, un ardent jaillissement de honte. Mais lui aussi était là, étonné, bouleversé. Et soudain, sa voix se fit toute petite, toute hésitante. Il murmura une étrange question. Quelqu'un t'a-t-il dit quelque chose sur moi? Sans me retourner vers lui, je fis un geste de dénégation. Mes pensées inquiètes paraissaient le dominer. Il répéta avec obstination. Dis-le-moi, avoue, quelqu'un t'a-t-il dit quelque chose sur moi? N'importe qui, je ne demande pas qui. Je fis à nouveau signe que non. Il restait là, déconcerté. Mais tout à coup il semblait avoir remarqué que mes malles étaient faites, que mes livres étaient prêts à être emballés, et que précisément son arrivée avait interrompu mes derniers préparatifs de voyage. Il s'avança tout ému. Tu veux t'en aller, Roland, je le vois. Dis-moi la vérité. Alors je me ressaisis. Il faut que je parte. Pardonnez-moi, mais je ne puis pas vous expliquer. Je vous écrirai. Il me fut impossible d'en dire davantage tant ma gorge était serrée, tant mon cœur battait dans chaque parole. Il resta figé, puis brusquement son attitude laissée le reprit. Cela vaut, cela vaut peut-être mieux, Roland. Oui, à coup sûr, cela vaut mieux pour toi et pour tout le monde. Mais avant que tu t'en ailles, je voudrais te parler encore une fois. Viens à cette heure, à l'heure habituelle, nous nous dirons adieu, d'homme à homme. Il ne faut pas prendre la fuite devant soi-même, pas besoin de l'être, ce serait puéril et indigne de nous. Et puis, ce que j'ai à te dire ne s'écrit pas. Tu viendras donc, n'est-ce pas? Je me bordai à faire signe que oui. Mon regard n'osait pas encore s'éloigner de la fenêtre, mais je ne voyais plus rien de la clarté matinale. Un voile épais et sombre était interposé entre l'univers et moi. À cette heure, je pénétrai pour la dernière fois dans ce bureau que j'aimais. Une obscurité précoce tombait des portières, dans le fond brillaient encore à peine les contours patinés des figures de marbre, et les livres dormaient tous. Noirs derrière leurs vitres aux reflets de nacre, asile secret de mes souvenirs, où la parole était devenue pour moi magie, et où j'avais savouré l'ivresse et le ravissement de l'esprit, comme en nul autre endroit. Toujours je te vois à cette heure de l'adieu, et je revois toujours la personne vénérée, qui maintenant s'arrache lentement, lentement du dossier de son siège, et vient au-devant de moi, ainsi qu'une ombre. Seul son front brille, rond comme une lampe d'albâtre, dans l'obscurité et au-dessus d'ondoie, fumée flottante, la chevelure blanche de vieil homme. À présent, soulevée avec peine d'une main appareille, venant d'en bas, elle cherche la mienne. Maintenant je reconnais ses yeux, qui sont tournés vers moi avec gravité, et déjà je sens qu'il saisit doucement mon bras et qu'il me guide vers une chaise. Assieds-toi, Roland, et parlons clairement. Nous sommes des hommes, et il faut que nous soyons sincères. Je n'exerce pas de pression sur toi, mais ne vaudrait-il pas mieux que cette heure dernière créât aussi une complète clarté entre nous? Dis-moi donc pourquoi tu veux t'en aller. Es-tu fâché contre moi à cause de cette offense absurde? D'un signe je fis non. La pensée que lui qui avait été trompé et trahi voulut prendre la faute sur soi était horrible. T'ai-je blessé par ailleurs consciemment ou non? Je suis quelquefois étrange, je le sais. Je t'ai irrité, tourmenté, contre ma volonté. Je ne t'ai jamais assez remercié pour tout l'intérêt que tu m'as porté. Je le sais, je le sais. Je l'ai toujours su, même dans les minutes où je te faisais mal. Est-ce là la raison? Dis-le-moi, Roland, car je voudrais que nous prissions loyalement congé l'un de l'autre. De nouveau je secouai la tête. Je ne pouvais pas parler. Jusqu'alors sa voix était assurée. Maintenant elle commença à troubler légèrement. Ou bien, je te le demande encore, quelqu'un t'a-t-il rapporté quelque chose sur mon compte, quelque chose que tu trouves vil, abject, quelque chose qui fait que tu me méprises? Non, non, non. Cette dénégation jaillit comme un sanglot. Moi le mépriser, lui, moi. Maintenant sa voix devint impatiente. Qu'y a-t-il alors?
Qu'est-ce que ça peut donc être? Es-tu fatigué de travailler ou bien est-ce quelque chose qui te fait partir? Une femme, est-ce une femme? Je me tus en ce silence, et était sans doute tel qui sentit un aveu. Il se pencha plus près de moi et murmura tout bas, sans émotion, sans aucune émotion ni colère. Est-ce une femme? La mienne? Je continuai de me taire et il comprit. Un tremblement me parcourut le corps. Maintenant, il allait éclater, me tomber dessus, me battre, me châtier, et j'avais presque envie qu'il me fouettât. Moi le voleur, moi le traître, qu'il chassait à coups de pied, comme un chien galeux de sa maison profanée. Mais chose étrange, il resta complètement silencieux, et lorsqu'il murmura, pour lui-même l'air songeur, à vrai dire, j'aurais dû y penser. Il y avait presque du soulagement dans sa voix. Par 2 fois, il arpenta la pièce, puis il s'arrêta devant moi et me dit d'un ton qui me parut presque méprisant. Et c'est cela que tu prends si au sérieux? Ne t'a-t-elle pas dit qu'elle est libre de faire ce qui lui plaît, de prendre qui lui plaît, et que je n'ai aucun droit sur elle, aucun droit de lui défendre quelque chose, et je n'en ai pas non plus la moindre envie. Et pourquoi se serait-elle contrainte? Pour l'amour de qui? Et précisément à ton égard. Tu es jeune, tu es limpide, tu es beau, tu étais près de nous. Comment ne t'aurait-elle pas aimé, toi, toi beau et jeune comme tu es, comment ne t'aurait-elle pas aimé, je? Soudain, sa voix se mit à trembler, et il se pencha près de moi, si près que je sentis son souffle. De nouveau j'éprouvai le chaud enveloppant de ses regards, de nouveau cette étrange lumière, comme ces rares et singulières secondes qui se produisaient entre lui et moi. Il s'approchait toujours davantage. Et puis il murmura tout bas, à peine si ses lèvres remuèrent: Je t'aime, moi aussi. Avais-je sursauté? Ces paroles m'avaient-elles malgré moi fait reculer d'épouvante? En tout cas, il fallait bien que quelque geste de surprise et de fuite m'eût échappé, car il chancela en s'écartant, comme quelqu'un qu'on repousse. Une ombre obscurcit son visage. Me méprises-tu maintenant? Demande-t-il tout bas. Te fais-je horreur maintenant? Pourquoi ne trouvais-je alors aucune parole? Pourquoi me bornais-je à rester là, muet, comme indifférent, embarrassé, engourdi, au lieu de m'élancer vers cet homme plein d'amour et de lui ôter ce souci injustifié? Mais tous les souvenirs déferlèrent en moi sauvagement, comme si le langage de tous ces messages incompréhensibles venait soudain d'être déchiffré. Je compris alors les choses avec une clarté terrible, la tendresse avec laquelle il venait à moi et sa brusque défense. Je compris plein de trouble sa visite de la nuit et sa fuite tenace devant ma passion qui montait vers lui avec enthousiasme. L'amour, je l'avais toujours senti chez lui, tendre et timide, tantôt débordant, tantôt entravé de nouveau par une forte toute-puissance. Cet amour, je l'avais éprouvé, et j'en avais joui chaque rayon tombé fugitivement sur moi. Cependant, le mot amour fut prononcé par cette bouche barbue, avait un accent de tendresse sensuelle, un frisson à la fois doux et effrayant bourdonna dans mes tempes. Et malgré l'humilité et la compassion dont je brûlais pour moi le jeune homme tout troublé, tout tremblant et tout surpris, je ne trouvai pas une parole pour répondre à sa passion, qui se révélait à moi à l'improviste. Il était assis, le regard fixe, anéanti devant mon silence. C'est donc pour toi si effrayant, murmura-t-il. Toi non plus, tu ne me pardonneras donc pas. Toi non plus, devant qui j'ai serré mes lèvres jusqu'à étouffer, presque. Toi, devant qui je suis caché, comme je l'ai fait devant personne. Mais il vaut mieux que tu le saches maintenant. À présent, cela ne m'oppresse plus, car la mesure était comble pour moi. Oh, plus que comble. Il vaut mieux arrêter là. Tout vaut mieux que ce silence et cette dissimulation. Comme il disait cela avec tristesse, avec tendresse et pudeur, son accent frémissant pénétrait tout au fond de mon être. J'avais honte de rester si froid, si insensible et glacé dans mon silence, devant cet homme qui m'avait donné plus que tout son autre, et qui s'humiliait devant moi d'une manière si insensée. Mon âme brûlait de lui dire un mot de consolation, mais ma lèvre tremblotante ne m'obéissait pas, et ainsi, embarrassée, je me faisais si pitoyablement petit, et je me recroquevillais tellement sur mon siège,
que presque malgré lui, il chercha à m'adonner du courage. Ne reste donc pas assis comme cela, Roland, si atrocement muet. Ressaisis-toi donc. Est-ce réellement si terrible pour toi? Est-ce que je t'inspire une si grande honte? Maintenant tout est passé, je t'ai tout dit. Prenons au moins bravement congé l'un de l'autre, d'une manière digne, comme il convient à deux hommes, à deux amis. Je n'étais pas encore maître de moi. Alors il me toucha le bras. Viens, Roland, assieds-toi à côté de moi. Je me trouve mieux depuis que tu sais tout, depuis qu'enfin la clarté règne entre nous. D'abord, je craignais toujours que tu ne devines combien tu m'es cher, puis j'ai espéré que tu le sentirais toi-même, simplement pour que cet aveu me fût épargné. Mais maintenant c'est fait. Maintenant je suis libre. Maintenant je puis te parler comme je n'ai jamais parlé à personne d'autre, car tu m'as été plus cher que quiconque, toutes ces dernières années. Je t'ai aimé comme personne tu as, enfant, éveillé mon être au plus profond. Aussi, en guise d'adieu, il faut que je n'en t'apprenne plus sur mon compte, que n'en sait aucun être humain. J'ai en effet, pendant toutes ces heures, senti si nettement ton interrogation muette. Toi seul, tu connaîtras toute ma vie. Veux-tu que je te la raconte? Dans mes regards troublés et émus, il eut un acquiescement. Rapproche-toi donc, viens près de moi. Je ne puis pas dire ces choses à voix haute. Je m'inclinai avec dévotion. C'est le mot. Mais à peine fus-je assis en face de lui, attendant et écoutant, qu'il se leva de nouveau. Non, pas ainsi. Il ne faut pas que tu me regardes. Sinon je ne pourrai pas parler. Et d'un geste il éteignit la lumière. L'obscurité descendit sur nous. Je sentais qu'il était tout près de moi. Je le sentais à son souffle qui, lourd comme un râle, se perdait quelque part dans le noir. Soudain, une voix s'éleva entre nous, et il me raconta toute sa vie. Depuis le soir où cet homme, que je révérais entre tout, m'ouvrit son destin, comme on ouvre un dur coquillage, depuis ce soir-là, qui remonte à 40 ans, tout ce que nos écrivains et nos poètes racontent d'extraordinaire dans leurs livres, et ce que le théâtre dérobe à la scène, comme étant trop tragique, me paraît toujours enfantin et sans importance. Est-ce par indolence, lâcheté ou insuffisance de vision que tout se borne à dessiner la zone supérieure et lumineuse de la vie, où les sens jouent ouvertement et légitimement, tandis qu'en bas, dans les caveaux, dans les cavernes profondes et dans les cloaques du cœur s'agitent, en jetant les lueurs phosphorescentes, leurs bêtes dangereuses et véritables de la passion, s'accouplant et se déchirant dans l'ombre sous toutes les formes de l'emmêlement le plus fantastique? Sont-ils effrayés par le souffle ardent et dévorant des instincts démoniaques, par la vapeur du sang brûlant? Ont-ils peur de salir leurs mains trop délicates aux ulcères de l'humanité? Ou bien leur regard, habitué à des clartés plus mates, est-il incapable de les conduire jusqu'au bas de ces marches glissantes, périlleuses et dégoûtantes de putréfaction? Et pourtant, l'homme qui sait n'éprouve pas de joie égale à celle qu'on trouve dans l'ombre, de frissons aussi puissants que celui que le danger glace, et pour lui, aucune souffrance n'est plus sacrée que celle que par pudeur n'ose se manifester. Or ici, un homme se révélait à moi, dans sa nudité la plus complète. Ici, un homme déchirait le tréfonds de sa poitrine, avide de mettre à nu son cœur rompu, empoisonné, consumé et suppurant. Il y avait là une volupté sauvage à se martyriser, à se flageller volontairement, dans cet aveu retenu pendant des années et des années. Seul quelqu'un qui avait eu honte, qui s'était courbé et caché pendant toute une vie, pouvait, avec une ivresse aussi débordante, descendre jusqu'à la cruauté d'un tel aveu. Morceau par morceau, un homme arrachait sa vie de sa poitrine. Et en cette heure-là, moi qui étais encore si jeune, j'aperçus pour la première fois d'un œil hagard les profondeurs inconcevables du sentiment humain. D'abord sa voix plana, immatérielle, dans la pièce, comme une trouble fumée issue de l'émotion, comme une allusion incertaine à des événements secrets. Et pourtant, l'on sentait à la façon même dont la passion était péniblement maîtrisée, qu'elle allait se déchaîner avec furie.
tout comme dans certaines mesures ralenties avec violence et qui précèdent un rythme véhément, on pressent déjà dans ses nerfs le furioso. Mais ensuite, les images commencèrent à flamboyer. S'élevant en frémissant au-dessus de la tempête intérieure de la passion, et peu à peu devenant plus clair, je vis d'abord un jeune homme, timide et replié sur lui-même, un jeune garçon qui n'ose dire un mot à ses camarades, mais qu'un désir physique, confus et impérieux, attire précisément vers la plus jolie de l'école. Cependant, lors d'un rapprochement trop tendre, l'un d'eux l'a repoussé avec irritation, un second s'est moqué en lui décochant un mot d'une odieuse netteté, et pire encore, tous deux ont cloué au pilori devant les autres ce désir aberrant. Et aussitôt une unanimité de raillerie et d'humiliation l'exclut, plein de confusion, de leur joyeuse camaraderie, comme un pestiféré. Aller à l'école devient un calvaire quotidien, et lui, sitôt stigmatisé, voit ses nuits rongées par le dégoût de soi-même, l'exclut éprouve comme une folie et un vice déshonorant, sa passion contre nature qui pourtant ne s'est précisée que dans les rêves. La voix qui raconte vacille, incertaine. Un instant, il semble qu'elle menace de s'éteindre dans l'obscurité. Mais un soupir lui redonne de la force et de la trouble fumée sortent maintenant, en flamboyant de nouvelles images qui s'alignent comme des ombres et des fantômes. Le jeune garçon est devenu étudiant à Berlin. Pour la première fois, les bas-fonds de la ville permettent à son penchant, longtemps maîtrisé, de se satisfaire. Mais comme elles sont souillées par le dégoût et empoisonnées par l'angoisse, ces rencontres où l'on cligne de l'œil, au coin sombre des rues, dans l'obscurité des gares et des points, qu'elles sont pauvres de plaisir, toujours frissonnants et remplis d'atroces périls, se terminant le plus souvent par de misérables chantages, et chacune d'elles traînait encore pendant des semaines, comme une limace, une trace visqueuse de glaciale épouvante. Voie infernale entre ombre et lumière, tandis que pendant le jour clair et laborieux, le cristal de l'esprit purifie le savant, le soir replonge toujours cet être de passion dans la lie des faubourgs, dans la fréquentation d'individus équivoques, dans la simple vue du casque à pointe du moindre policier suffit à mettre en fuite, dans les tavernes aux lourdes exhalaisons, dont les portes méfiantes ne s'ouvrent que devant un sourire convenu. Et la volonté doit se tendre comme l'acier pour cacher cette duplicité de la vie quotidienne, pour dérober prudemment au regard étranger ce secret, vraie tête de méduse, et conserver pendant le jour irréprochablement l'attitude grave et digne d'un professeur, pour parcourir ensuite la nuit incognito, le monde souterrain de ses aventures honteuses dans l'ombre des lanternes vacillantes. Soumis à une torture incessante, il s'efforce de faire rentrer dans l'ordre avec le fouet du contrôle de soi cette passion sortie du chemin habituel. Toujours de nouveau, l'instinct l'entraîne vers les ténébreux périls. 10, 12, 15 années de lutte épuisante pour les nerfs contre la force magnétique et invisible d'une inclinaison incurable s'étirent en une seule convulsion, jouissance sans plaisir, honte qui étouffe, et petit à petit apparaît ce regard, obscurci et timidement caché en soi-même, inspiré par la pudeur de sa propre passion. Enfin, tard déjà, passée la 30e année de sa vie, une tentative énergique pour remettre l'attelage sur le droit chemin, chez une parente, il fait la connaissance de sa future femme, une jeune fille qui, attirée obscurément vers lui par ce que son être a de mystérieux, éprouve à son égard un amour sincère. Pour la première fois, le corps androgyne et l'allure juvénile et pétulante de cette femme peuvent donner pendant quelque temps le change à sa passion. Une liaison bientôt triomphe de son aversion pour l'être féminin. Pour la première fois, il est vaincu, et dans l'espoir, grâce à cette relation orthodoxe, de maîtriser son inclinaison fautive, impatient de s'échaîner à ce qui, pour la première fois, lui a fourni un soutien contre cette attirance intérieure pour le danger. Vite, il épouse la jeune femme, après lui avoir tout avoué. Maintenant, il pense que le retour dans les zones d'épouvante est impossible.
Pendant quelques brèves semaines, il jouit de la sérénité, mais bientôt le nouvel excitant se montre inefficace. Le désir premier, tenace, reprend sa suprématie. Et désormais la femme déçue, et décevante aussi, ne sert plus que de paravent pour masquer aux yeux de la société la récidive de son penchant. De nouveau, la route périlleuse frôle les frontières de la loi et de la société pour descendre dans les ténèbres du danger. Et tourment particulier qui s'ajoute à la confusion intérieure, une fonction lui est assignée, où ce penchant devient malédiction. La fréquentation permanente des jeunes gens est un devoir officiel pour le chargé de cours, et bientôt pour le professeur titulaire. La tentation pousse toujours vers lui une portée de voix, une nouvelle floraison de jeunesse, éphémère d'une palette invisible au milieu d'un monde régi par la loi prussienne. Et tous, nouvelle malédiction, nouveau danger, l'aiment passionnément, sans reconnaître le visage d'Eros derrière le masque du professeur. Ils sont heureux lorsque d'un geste de bohémie sa main, qui tremble secrètement, se pose sur eux. Ils prodiguent leur enthousiasme à quelqu'un qui, lui, doit constamment se retenir devant eux. Supplice de Tantale, se montrer dur face aux élans de sympathie, sans relâche, dans un incessant combat contre sa propre faiblesse. Et toujours, quand il se sentait près de succomber à une tentation, il prenait soudain la fuite. C'étaient là ces escampades, dont le départ et le retour subit m'avaient tellement troublé. Maintenant je comprenais ce qu'était cette terrible fuite devant soi-même, cette fuite dans l'horreur des chemins obliques et des bas-fonds. Alors il partait toujours pour une grande ville où il trouvait, en quelques endroits écartés, des complices, des individus de basse condition, dont le contact était une souillure, une jeunesse tombée dans la prostitution, au lieu de celle qui s'en remettait respectueusement à lui. Mais ce dégoût, cette bourde, cette horreur, ce mordant venimeux de la désillusion lui était nécessaire pour qu'ensuite, rentré chez lui dans le cercle confiant des étudiants, il pût de nouveau être sûr de ses sens. Oh, quelle rencontre, quelle figure de fantôme! Et pourtant bien terrestre et puant, sa confession évoqua devant moi. Car cet homme à la haute intellectualité, pour qui la beauté des formes était un besoin inné, vital, ce connaisseur raffiné de tous les sentiments, se voyait infliger les derniers outrages de cette terre dans ses bouges infumées, aux lumières troubles, ouverts et seulement aux initiés. Il connaissait les insolentes exigences des jeunes gandins, farés qui arpentent les promenades, la familiarité douceâtre des garçons coiffés, trop parfumés, le rire excité et comme forcé des travestis, de leurs vêtements de femmes, la soif enragée, d'argent des comédiens sans engagement, la tendresse grossière des matelots chiqueurs. Toutes ces formes perverses, inquiètes, inverties et fantastiques, dans lesquelles le sexe égaré se cherche et se reconnaît, dans la marge la plus louche des cités. Il avait éprouvé sur ces chemins glissants toutes les humiliations, toutes les hontes et toutes les violences. Plusieurs fois il avait été complètement détroussé, trop faible, trop noble pour se colleter avec un palefrenier. Il était rentré chez lui, sans montre, sans pardessus, et, qui plus est, raillé par le camarade aviné de l'hôtel Borgne de Faubourg. Des maîtres chanteurs s'étaient attachés à ses talons. Plus d'eux, pendant des mois, l'avaient suivi pas à pas jusqu'à la faculté. Il s'était assis, insolemment, au premier rang de ses auditeurs et avec un sourire de gredin, il regardait le professeur connu de toute la ville, qui tremblait sous ses clins d'œil, avait une peine extrême à arriver au bout de son cours. Une fois, mon cœur s'arrêta lorsqu'il me confessa ce fait. Il avait été arrêté à minuit par la police de Berlin, avec toute une clique, dans un bar mal famé, arborant ce sourire avantageux et ironique du subalterne, qui pour une fois peut faire l'important aux dépens d'une intellectuelle, un agent de police gras et rubicond, nota sur son carnet le nom et la profession du pauvre professeur là, devant lui, tout tremblant, en lui signifiant finalement, à titre de grâce, que pour cette fois-ci, il était relâché sans amende, mais que désormais son nom resterait inscrit sur la liste spéciale. Et de même que le vêtement d'un homme
qui s'est assis longtemps dans un endroit puant de mauvais alcool finit par conserver l'odeur. De même, il était forcé qu'ici, dans sa propre ville, on se mit peu à peu, sans savoir d'où cela venait, à chuchoter sur son compte. Car, tout comme autrefois, parmi ses camarades de classe, c'était maintenant parmi ses collègues que les conversations et le salut devenaient ostensiblement de plus en plus froids, jusqu'à ce qu'ici, dans une cage de verre transparent, finît par séparer de tout le monde cet homme étrange et toujours solitaire. Et jusque dans la retraite de sa maison, farouchement fermée, il se sentait encore épié de démasquer. Mais jamais ce cœur torturé et angoissé n'avait connu la faveur d'une amitié pure et noble, la tendresse d'une amitié virile, située en delà des sens. Toujours il lui fallait distinguer de ses sentiments entre une partie réservée aux relations élevées, aux douces aspirations et au commerce avec les jeunes compagnons intellectuels de la faculté, et l'autre plongeant dans les ténèbres de ses conquêtes, dont le lendemain matin il ne se souvenait plus qu'un frissonnant. Jamais cet homme déjà vieillissant n'avait vu un attachement pur, un adolescent à l'âme généreuse se donner à lui, et épuisé par les désillusions, les nerfs déchirés, par cette chasse à travers les fourrés épineux, il pensait déjà avec résignation que son existence n'était plus qu'une ruine. Voici qu'alors, in extremis, un jeune homme entra passionnément dans sa vie, s'offrant avec joie, lui-même, dans ses paroles, dans son être, au professeur vieilli, dirigeant toute son ardeur vers lui, qui, vaincu et sans comprendre, était effrayé de ce miracle qu'il n'espérait plus, ne se sentait plus digne d'un don si pur et offert d'une manière si ingénue. Encore une fois était venu vers lui un messager de jeunesse, une figure de beauté au tempérament passionné, brûlant pour lui d'un feu spirituel, tendrement attaché à lui par les liens de la sympathie, désireux de son amitié et inconscient du danger qu'il courait. Pourtant, dans son âme candide, le flambeau d'Eros, hardi et ne se doutant de rien, comme Parsifal le fol, il se penchait sur la blessure empoisonnée, ignorant de l'enchantement et ne sachant pas que, déjà sa venue apportait la guérison. Lui, si longtemps attendu, toute une vie, trop tard, à la dernière heure du soir, tombant, il entra dans la maison. Et pendant la description de cette figure, la voix, elle aussi, sortait de l'obscurité. Une lumière semblait la purifier, une tendresse profonde mettait en elle les ailes de la musique, tandis que cette bouche éloquente parlait de ce jeune homme, le tardif bien-aimé. Je tremblais d'émotion, de sympathie et de bonheur, mais soudain mon cœur ressentit comme un coup de marteau, car ce jeune homme ardent dont parlait mon maître, c'était la pudeur empourprait mes joues. C'était moi-même. Je voyais mon image se détacher sur le fond d'un miroir brûlant, enveloppé d'un éclat d'amour tellement inouï que son reflet suffisait à m'embrasser. Oui, c'était moi. Je me reconnaissais toujours mieux. Ma manière d'être, pressante et enthousiaste, ce désir fanatique de m'approcher de lui, cette extase passionnée à qui l'intellect ne suffisait pas. Moi, le jeune homme sauvage et fou, ignorant de sa puissance qui avait encore une fois recouvert dans cet être tari la source féconde de la création, et qui encore une fois avait allumé dans son âme le flambeau d'Eros, que sa lassitude avait déjà tombé. Avec étonnement, je voyais maintenant ce que j'avais été pour lui. Moi, le garçon timide dont il aimait l'enthousiasme pressant, comme la plus divine surprise de son âge mûr. Et en frissonnant, je me rendais compte aussi des luttes surhumaines de sa volonté avant de soutenir à cause de moi. Car de moi précisément, qu'il aimait d'un amour pur, il ne voulait recevoir ni raillerie, ni brutale raffiade, ni sentir en moi le frisson de la chair offensée. Il ne voulait pas livrer à ses sens, pour un jeu lascif, cette dernière faveur d'un destin ennemi. C'est pourquoi il opposait à mes efforts une résistance si acharnée, en même temps qu'il versait sur mon sentiment débordant le jet brusque d'un glacial ironie. C'est pourquoi les épanchements de son amitié se muaient soudain en une dureté factice et qu'il refrénait la tendresse enveloppant dans sa main. C'est seulement à cause de moi qu'il se contraignait à tous ces mouvements inamicaux,
destiné à refroidir mon enthousiasme et à le protéger lui-même, et qui, pendant des semaines, troublait mon âme. Maintenant je comprenais avec une atroce clarté ce qu'avait été le sauvage chaos de cette nuit, où, somnambule de ses sens tout-puissants, il avait monté l'escalier, grinçant pour ensuite se sauver lui-même, et sauver notre amitié par un mot d'offense, et à la fois frémissant, ému, agité comme la fièvre et fondant de compassion, je compris soudain combien il avait souffert à cause de moi, et quel héroïsme il avait déployé pour se dompter. Cette voix dans l'obscurité, cette voix dans les ténèbres, ah, comme je la sentais pénétrer très loin, tout au fond de ma poitrine. Un accent résonnait en elle comme je n'en avais jamais entendu auparavant, et jamais depuis, un accent venu des profondeurs que n'atteint point le destin moyen. Un être humain ne pouvait parler de la sorte qu'une seule fois dans sa vie. Un être humain pour se taire ensuite à jamais, comme il est dit dans la légende du cygne, qui, seulement en mourant, peut, unique fois, hausser jusqu'au chant son cri rauque. Et j'accueillis en moi cette voix qui montait chaude, enflammée et pénétrante. Je frémissais douloureusement, comme une femme reçoit un homme dans son être. Brusquement cette voix se tut, et il n'y eut plus entre nous que l'obscurité. Je savais qu'il était près de moi, je n'avais qu'à remuer ma main, et en la tenant, je l'aurais touché. Et j'éprouvai un puissant désir de le consoler dans sa souffrance. Mais il vit un mouvement. D'un seul coup la lumière jaillit. Une figure lasse, vieillie, tourmentée, se leva du siège. Un vieil homme épuisé vint lentement à moi. Adieu, Roland, maintenant. Plus un seul mot entre nous. Tu as bien fait de venir, et il est bon pour nous deux que tu t'en ailles. Adieu, et laisse-moi te donner un baiser en cet instant d'adieu. Comme soulevé par une puissance magique, je chancelai vers lui. Cette clarté confuse qui d'habitude était comme arrêtée par une trouble fumée, brilla maintenant dans ses yeux. Une flamme brûlante monta brusquement en eux. Il m'attira en lui, ses lèvres pressèrent avidement les miennes, et en un geste nerveux, une sorte de convulsion frémissante, il serra mon corps contre lui. Ce fut un baiser, comme je n'en avais jamais reçu d'une femme, un baiser sauvage et désespéré, comme un cri de mort. Son tremblement convulsif passa en moi. Je frémis, en proie à une double sensation, à la fois étrange et terrible. Mon âme s'abandonnait à lui, et pourtant j'étais épouvantée jusqu'au tréfonds de moi-même, par la répulsion qu'avait mon corps à se trouver ainsi au contact d'un homme. Dans une inquiétante confusion de sentiments, qui donnait à cette seconde que je vis, que je vivais, sans l'avoir voulu, une étourdissante durée. Alors il me lâcha. Ce fut une secousse comme quand un corps se désarticule violemment avec peine. Il se tourna et se jeta sur son siège en me tournant le dos. Durant quelques minutes, son corps immobile resta bien droit, n'ayant devant lui que le vide. Mais peu à peu, sa tête devint lourde. Elle se pencha légèrement, cédant à la fatigue et à l'épuisement, puis semblable à un poids trop grand qui pendant longtemps a oscillé dans une position instable et qui tout à coup s'abat dans la profondeur, son front incliné tomba pesamment sur la table en rendant un son mat et sec. Une compassion infinie s'empara de moi. Sans le vouloir, je m'approchai. Mais son dos affaissé se redressa, soudain, encore une fois, avec une convulsion, et en se retournant vers moi d'une voix rauque et sourde, il poussa comme une sorte de gémissement menaçant à travers ses mains crispées, posées comme un masque devant sa figure. Va-t'en, va-t'en. Non, ne t'approche pas, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de nous deux, va-t'en maintenant, va-t'en. Je compris, et en frissonnant je reculai. Comme un fugitif, je quittai ce lieu bien-aimé. Jamais plus je ne l'ai revu. Je n'ai reçu de lui ni lettre ni nouvelle. Son livre n'a jamais paru. Mon nom est oublié. Nul ne se souvient de lui en dehors de moi. Mais aujourd'hui encore, comme le garçon incertain d'alors, je sens que je ne dois davantage à personne, ni à père ni à mère avant lui, ni à femme et enfant après lui. Je n'ai aimé personne plus que lui.